Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Internet Exploreuse. Aujourd'hui, on va vivre pour les caméras, on va sortir ses meilleures punchlines, puisqu'on va parler réseaux sociaux et télé-réalité, mais aussi de barbe à mème. Et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission mensuelle sur les cultures numériques. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de plein de sujets différents, mais notamment explorer la question des rapports entre télé-réalité et réseaux sociaux. Alors évidemment, je vous remercie si vous nous regardez actuellement sur Twitch, sur YouTube en direct. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur YouTube en direct ou en différé, où vous nous écoutez même en podcast. Merci beaucoup. Merci évidemment aussi à nos soutiens Patreon. Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre. C'est une très bonne décision. Vous pouvez trouver le lien très rapidement, patreon.com/origamimedia. Ça prend 2 secondes pour s'abonner et ça compte beaucoup pour nous. Merci aussi évidemment à la modération. Et tiens, je vais commencer par la personne avec qui je termine normalement. Merci Sylvain d'être là. Ah, il n'a pas de micro, donc il ne parlera pas pendant cette émission. Il y en a une qui a un micro. Cependant, c'est Pauline. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi, Héloïse ? Ça va très bien. Je suis trop contente de te retrouver à cette place. Oui, ça fait 1 mois qu'on ne s'est pas vu. Un peu moins, on a menti. On a triché. Il est arrivé très vite cet épisode d'Internet Exploreuse. C'est vrai. Tout va bien ? Ça va super. T'as pris tes marques d'exploreuse Oui, je me suis même mise au milieu, oui. avec le micro. Donc, non, j'explore bien, en tout cas. Tu vas nous parler notamment de Barbapamem. De Barbamem. Barbapamem, oui. Ouais, ça, c'est de comme ça qu'on dit. Barbapamem, absolument. Et de plein d'autres choses. Et plein d'autres choses. On est ravis également de recevoir notre invitée, Azilis Kandraki. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien déjà ? Bah écoute, ça va, un petit peu stressée. C'est la première fois que je me présente comme ça en live, mais je suis très contente d'être ici. Je vous remercie pour l'invitation, ça me fait vraiment très plaisir. Alors, j'espère que le chat saura t'accueillir comme il faut. Dites bonjour, s'il vous plaît, le chat. Donc, tu es doctorante en anthropologie au sein de l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS. Et donc, toi, tu travailles particulièrement sur le rapport entre politique et télé-réalité, et particulièrement, du coup, les télé-réalités de dating, si je ne m'abuse. Alors, pas exactement, oh, mais presque. La question de la politique, bon, ça m'intéresse, mais c'est quelque chose qui ne fait pas forcément partie de ma thèse. Moi, là-bas, je m'intéresse à la question de la mondialisation des émissions de télé-réalité, et plus particulièrement les émissions de dating. Et donc, le titre de ta thèse, c'est « L'amour à la chaîne », c'est bien voilà. ça ? Ethnographie de la circulation transnationale du format de télé-réalité marié au premier regard en Pologne. Oh, waouh. C'est beaucoup trop long pour l'instant. Il y a vraiment des gens qui ont fait des hautes études ici. C'est vraiment... Et voilà. Surtout, combien de temps t'as pris pour te souvenir de ton titre en entier ? Là, à l'instant ou dans la vie en général ? Dans la vie en général. Bah, écoute, ce titre, il a émergé assez tôt. En vrai, ça a l'air compliqué, mais c'est pour dire une idée précise. C'est vraiment que je m'intéresse à la question de la circulation des émissions de télé-réalité. Et moi, je m'intéresse à Marié au premier regard. Et mon cas d'étude, c'est Marié au premier regard en Pologne. Parce que je suis d'origine polonaise, donc je voulais aller étudier cette question là-bas. Ok, super. Bah écoute, on va en parler un peu plus en détail tout de suite, puisqu'on passe directement au compte privé. Le compte privé, moi je trouve que c'est mon moment préféré de l'émission, puisque Aziz, je t'ai posé des questions, on est allé un petit peu fouiller dans ton historique internet. J'espère que tu es prête pour ce qu'on va révéler au grand public. Je suis prête. Pour te présenter un peu plus largement, tu en as parlé, donc toi tu travailles sur la circulation, notamment du format de la télé-réalité Marié au premier regard, et plus largement tu t'intéresses aux représentations médiatiques de la conjugalité, de l'hétérosexualité et de l'amour. Tu as publié des articles dans des revues scientifiques, ainsi que dans la revue de vulgarisation en ligne The Conversation. Et tu alimentes par ailleurs le compte Instagram Azilis Salut, dans lequel tu partages entre autres des contenus scientifiques et aussi des choses très drôles. Donc vraiment, tu es quelqu'un d'Internet quelque part. Oui, mais je pensais pas. C'est quand tu m'as invitée que je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai qu'en fait, je fais des choses sur Internet. En fait, je suis présente voilà, sur et Internet. J'avais beaucoup de choses à dire pour le compte privé. Ah, et ben justement, la première question, c'est
Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir lié à Internet ? Mon premier souvenir, c'était pas évident de m'en souvenir parce que c'était assez tôt. Je pense que je devais avoir 6 ou 7 ans. J'ai pas en tête la date d'apparition d'Internet. Mais mon premier souvenir, c'est qu'à ce moment-là, la DSL, c'était encore très limité. Je pense qu'on devait avoir peut-être 1 heure. Et chez ma mère, on était 2, donc je vivais avec ma mère. Et j'avais le droit, je pense, peut-être 20 minutes par jour. Okay. Donc il y avait vraiment cette idée de faire attention à ce qu'on fait et de bien compter le temps pour pas dépasser ce que ma mère m'a dit. Est-ce que tu avais genre un minuteur de cuisine ou un truc comme ça pour les 20 minutes, ou c'était plus en mode t'as 20 minutes mais tu vois ce que je veux dire, tu peux en plus genre à 6 ou 7 ans ta mère pouvait tricher, tu vois. Voilà, est-ce que tu peux tweet, tu vois, genre mais il me semble qu'il y avait un minuteur, il me semble qu'on avait un compte ADSL sur lequel on se connectait et on voyait le temps qu'on avait passé sur Internet. C'est de ce dont je me souviens. Ok, parce que j'ai essayé de trouver des images de comptes Internet ADSL, je n'en ai pas trouvé. Mais écoute, je t'ai aussi demandé, est-ce que tu te rappelles ce que c'était ta dernière recherche en ligne ? Alors, ma dernière recherche en ligne, c'était une recherche sur les extensions de cils. Parce que je savais pas qu'on pouvait faire ça. Alors, on en a présentement à l'écran. Mais je savais pas que ça ressemblait à ça. Et en fait, moi, je trouve ça à la fois fascinant et, comme on peut le voir sur l'image, un petit peu dégoûtant, j'avoue. Mais en fait, je me suis un peu posé la question de savoir si j'avais beaucoup d'argent, qu'est-ce que je pourrais faire pour transformer mon corps et essayer de correspondre à une forme d'idéal. Et c'est un peu ça qui m'a... J'ai un peu une obsession pour tout ce qui est transformation du corps, mais je le fais pas. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Dans l'hypothèse, je me dis, mais en fait, on peut potentiellement toutes ressembler aux standards qu'on nous présente depuis toujours. Moi, j'avais fait un truc comme ça parce que je suis... Alors, j'ai un problème avec le mascara. Voilà, j'ai un gros problème avec le mascara. Il ne coopère jamais. Donc, j'avais fait un rehaussement de cils. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ah non. Est-ce que c'était des trucs comme ça, là, où il y a des gens qui s'approchent de tes cils avec des pinces à épiler ? Ce qui est sympa, c'est que tu as les yeux fermés. Et du coup, je ne regarderai pas ces images, par exemple, parce que je préfère ne pas imaginer ce qui se passe à ce moment-là. Mais en fait, c'est un peu une permanente de cils, en fait, tout simplement. Et des fois, ils te foutent une teinture. En plus, moi, ça va, j'ai les cils assez foncés. Et en fait, du coup, t'es tout le temps maquillée. Genre, tu sais, tu chiales devant une série ou je sais pas trop quoi. C'est comme si t'avais un mascara incroyable qui avait pas bougé, quoi. Mais du coup, ça veut dire que... Mais est-ce que c'est pas un avantage de fou ? C'est ouf. Tu vois, genre J'étais une super héroïne à ce moment-là, je te promets. Tu te réveilles le matin, t'as les yeux comme ça. C'est trop bien. Wow. Les yeux de biche. Ok, d'accord. L'extension, c'est pas pareil. Il faut juste coller. Tu te colles les cils. Mais là, rien de voir les vidéos, j'ai fait beaucoup de recherches du coup pour trouver la vidéo un petit peu parfaite pour toi. Et vraiment, je ne savais pas que ça ressemblait à ça, les extensions de cils. Et ça m'a un peu choquée, ça m'a un peu dégoûtée. Mais moi, j'ai pas encore franchi le pas. Mais j'aimerais juste essayer pour voir à quoi je pourrais ressembler. Je comprends. Voilà, peut-être qu'un jour, vous me verrez avec des cils immenses. T'as essayé les faux cils avant ? Non plus. Non. Voilà, c'est plus vraiment un peu de l'ordre du fantasme. Voilà, comme la chirurgie esthétique, je pense que je franchirai jamais le pas, mais je trouve ça un peu fascinant. Je suis sûre que t'as essayé les fossiles. Mais bien sûr, moi j'ai essayé. Quelle technique, les coller ou moi les coller. Ah oui, j'ai fait avec les aimants là. C'est avec trop les aimants. Ça va pas avec les aimants. Non, moi j'ai fait coller, mais genre des trucs, mais vraiment très fantaisie, genre rose. Tu vois ce que je veux dire, enfin, où tu vois vraiment que c'est des fossiles. Ah oui, c'est. Et j'ai fait une fois, je crois que c'était pour un nouvel an, et j'ai passé la soirée comme ça. C'est ça. Voilà, et j'ai l'impression que mes paupières étaient très lourdes. Vraiment, tu t'endors à moitié, donc je ne renouvellerai pas l'expérience. Aziz, je t'ai aussi demandé la dernière vidéo que tu as regardée sur YouTube. Alors, la dernière vidéo que j'ai regardée sur YouTube, c'est un interview d'Ivana Trump, la première femme de Nona. Voilà. Oui, on l'a découvert. En fait, Ivanka, c'est la fille de Donald Trump. Ah là là. Ivana, c'est sa mère. Voilà, un personnage haut en couleur. Enfin, moi, j'adore le style, déjà. Premièrement, je m'identifie surtout au style, pas aux idées. Hein, ça, je le précise pour tous les gens qui nous regardent. Elle a une maison. Moi, je m'identifie à la transition qui vient d'avoir lieu. L'espèce de pente qui se Voilà. Mais c'est une madame. En fait, on dirait qu'elle est tout droit sortie d'un épisode de... Ah non, mais elle a des portraits d'elle. En fait, elle est tout droit sortie. Moi, ça me fait penser à tous les personnages des soap-opéras, Dallas, Les Feux de l'amour. De fou. Voilà. J'allais dire soit ça, soit dans la vibe une nounou d'enfer, quoi. Exactement. Mais ridiculement caricaturale. Et d'accord. Et elle fait quoi, cette dame ? Alors, je sais pas très bien ce qu'elle fait, mais moi, ce qui m'a un petit peu... ce qui m'a fait rire dans cette vidéo, parce qu'elle le raconte, bon, c'est en anglais, mais vous savez, il y a eu au moment de l'investiture de Trump toute une... je sais pas, non, comment on pourrait dire ça ? C'est pas une polémique, mais sur le chapeau de Melania. Elle s'était cachée sous son chapeau. C'est pour ça
que je sais pas pourquoi, à quel moment j'ai eu l'idée de chercher les ex-femmes de Trump. C'est vraiment pas une passion. Je le répète encore. Et en fait, Ivana raconte dans cette vidéo qu'elle aide encore, malgré le fait qu'elle soit divorcée à Donald Trump, elle l'aide encore à écrire ses tweets. Mais non. Et c'est pas Cette réussi, madame-là cette madame, elle écrit des tweets de Donald Trump. Enfin, elle les valide ou elle les invalide en disant que c'est pas terrible. Ok. Et je trouvais ça trop drôle. Mais c'est un peu dans l'idée de toutes ces femmes d'eux. Ça a commencé avec la pipolisation de Sarkozy avec Carla Bruni. Enfin, moi, je trouvais ça assez fascinant de voir quelle place elles prennent aussi dans l'espace médiatique. Ah, trop intéressant. Okay. C'est bien parce qu'on va en reparler un peu de pipolisation de l'espace médiatique. Je t'ai aussi demandé, c'est quoi l'emoji que tu utilises le plus ? Alors, l'emoji que j'utilise le plus, c'est l'emoji manucure. Alors, c'est un peu un paradoxe parce que je fais pas trop de manucure moi-même. J'ai essayé là toutes les capsules ongulaires, mais j'y arrive pas. Ça me fait trop mal aux doigts, donc j'ai arrêté. Mais c'est un peu pour moi l'emoji qui veut dire c'est bon, le travail est fait ou je slay un peu, le côté un peu chic. Period. Chic. Voilà, c'est period. Exactement. Est-ce que toi tu l'utilises l'emoji Alors étonnamment non, alors que j'ai eu des grosses périodes de capsules slay. Et tout. Après pas immense parce qu'après je peux plus jouer. En fait, et même. mais pour écrire c'est terrible. C'est pour ça que moi j'ai arrêté parce que je suis tout le temps sur mon ordi à écrire. Ça confirme l'idée que j'avais. Ok. D'accord. Mais pour stimuler, par contre, ça c'est trop bien pour commencer à faire des petits trucs comme ça. À chaque fois que tu as un objet en métal ou en plastique. Avoir un petit peu la sonorité ASMR, tu veux dire. Ouais, j'ai l'impression que ça te donne une vibe, une esthétique à l'ensemble. Tu peux être en jogging et tout si tu as des ongles direct. Tu peux faire un peu et tu passes ton temps à les montrer un peu, non, tu vois. Bah évidemment, évidemment. Bah déjà, il faut faire attention de ne pas se les prendre quelque part. Donc, quand tu deviens pas te griffer sans faire exprès. Ouais. Faut que j'en repasse. Allez, juste après, tu vas faire ta manucure, Héloïse. Et on t'a aussi demandé, Azélie, pour ou contre les notes vocales. Alors moi, j'ai répondu de manière très radicale. Voilà. Alors, moi c'est pour, avec les personnes avec qui j'entretiens une relation à distance, des amis qui sont loin, et j'ai envie d'entendre leur voix. J'ai envie qu'on se raconte une anecdote, elle a un truc drôle à me raconter ou elle veut me raconter un truc un peu profond. Alors les notes vocales pour s'organiser, aller boire un verre, aller au restaurant, c'est non merci. C'est trop long. Ça me prend trop de temps. C'est trop. Non, c'est rédhibitoire. Il faut écrire. À fond. Je suis totalement d'accord. Ça me renvoie le... Après, moi j'adore quand j'arrive. Je sais que ça va être long d'organiser mon discours. Je me dis qu'à l'oral, ça passera mieux et du coup, je balance comme ça. Mais pas pour les restaurants, en effet. Il y a des gens qui réfléchissent en faisant la note vocale. Et c'est le pire. C'est le pire. C'est les gens qui lancent la note vocale et disent « Ah oui, machin, attends, je fais un truc en même temps. » Et t'es là, non, c'est censé... Ça dure 2 minutes. C'est censé te faire gagner du temps et au final, ça ne... Exactement. Faut le mettre en x2. Oui, exactement. Qu'est-ce qui a disparu en ligne et qui te manque aujourd'hui ? Alors ça, c'est une question qui m'a fait un peu plaisir, parce qu'au début, j'ai eu un peu du mal à y répondre. Enfin, on n'a pas forcément une mémoire exactement de ce qu'on fait sur Internet. Et je me suis rappelée de la messagerie MSN, la messagerie instantanée. Ah, on a mis un petit capture d'écran à quoi ça ressemblait. C'était trop mignon. Et après, on pied la vibe année 2000 qui revient, donc ça se trouve, ça reviendra, ce genre de messagerie. Mais moi, ce dont je me souviens, c'est que vraiment, je trouvais qu'il y avait un truc à l'époque un peu précieux, parce qu'à l'époque, moi, je pense que j'avais pas de téléphone encore. J'ai eu un téléphone assez tard. Et du coup, c'était le seul canal par lequel je pouvais discuter avec mes amis. Et sinon, j'ai dit aussi un petit secret, c'est que j'avais eu mon premier crush sur MSN. C'était... Qui ne l'a pas eu, qui ne veut pas te jeter oui, mais je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu ce garçon en question. C'est resté une personne dans ta mémoire et sur ton feed MSN, du coup. Exactement. Ouais, c'est ma cousine qui m'avait dit « Il y a un garçon, je suis sûre que vous entendrez bien. » Okay. Et du coup, on a échangé, je sais pas, c'était quoi ? C'était des pseudos, des adresses ? Je me souviens plus. C'était une adresse, je crois. C'était une adresse Hotmail, non ? Hotmail, oui, mais ça, voilà. on avait une MSN. Donc, on s'était échangé nos adresses et on discutait sur MSN. Voilà. Donc, c'est mes premiers papillons dans le ventre ont eu lieu sur MSN. Ça rappelle trop des souvenirs. Moi, je crois que j'ai eu quelques histoires aussi MSN dont je ne sais pas les personnes qui étaient là. Et d'ailleurs, on t'a préparé une petite Madeleine de Proust des sons en MSN. Peut-être que ça va te rappeler des souvenirs. Oh, ça m'énerve. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ça, le toc-toc. Pardon.
C'était génial en vrai. Mais oui, et encore, il n'y a pas eu le cochon qui danse qui, moi, qui était mon préféré. Est-ce que tu avais aussi remplacé certains mots par des petits emojis personnalisés, etc. Peut-être, ça me dit quelque chose. Là, franchement, j'ai pas encore souvenir. Toi, t'avais remplacé des trucs Plein, et du coup, on comprenait plus rien à mes phrases la plupart du temps, tu sais, parce C'est des hiéroglyphes, quoi. Ouais, parce que tu sais, on écrivait n'importe comment. Qui c'était KI, et alors j'ai un exemple n'importe quoi, mais si je voulais dire je vais chez le kinésithérapeute, bah du coup t'avais un truc qui avait rien à voir, où c'était genre un emoji qui était avec un point d'interrogation et tout. Et du coup ça a niqué toute ta phrase, quoi. Bon, personne comprenait rien à ce que je disais, je pense, hein, simplement. C'est vrai que MSN, des bien beaux souvenirs. Et puis, mais oui, les premières embrouilles d'amitié, les premiers crushs, les premiers. Et comme on voyait sur l'image juste avant, cette manière de décrire ton humeur avec des paroles de chansons. Enfin bref, une belle nostalgie adolescente. Voilà. Merci Azélie de nous avoir ouvert ton compte privé. Avec plaisir. Et il me semble que, Héloïse, c'est à toi de tenir le crachoir, comme on dit chez moi, pour la capture d'écran. Ouais, la capture d'écran. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de télé-réalité et de réseaux sociaux. Alors, plus particulièrement de comment, parce qu'il faut quand même expliquer un peu ces sujets avant de se lancer, comment les réseaux sociaux transforment la télé-réalité. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique de la télé-réalité, parce qu'elle est un peu longue, mais très rapidement, c'est un genre qui a vu le jour il y a 23 ans en France, apparu avec une émission en particulier qui a marqué énormément les esprits, qui est Love Story. Alors, la définition, elle est très floue de ce que c'est qu'une télé-réalité. On pourrait lui donner en fait le titre d'un programme médiatique mettant en avant le quotidien de personnes supposées ne pas jouer un rôle. Le genre s'est depuis largement diversifié, depuis le début des années 2000. Si les séries réalités d'enfermement ont toujours la cote, comme Secret Story à une période, bon maintenant un peu moins, mais la Star Academy, etc. Le genre des jeux concours aussi est apparu, comme Koh-Lanta, The Voice ou Top Chef. Et la télé-réalité du dating vit encore ses meilleurs jours avec L'amour est dans le pré, Les princes et les princesses de l'amour ou encore L'île de la tentation, pour ne citer que. Je vous ai mis des petits extraits qui vont faire plaisir aux personnes qui ont suivi les télé-réalités. On va se faire striker 1000 fois, mais c'est cadeau. Donc là, c'était Brandon et son bâton, c'est ça, je crois, bien sûr, de la télé-réalité. Brandon et son bâton. De la tentation, pardon. Donc la télé-réalité a même investi, on en parlait juste avant l'émission, les plateformes de streaming qui développent en fait leurs propres programmes, reprenant beaucoup quand même à ceux de la télé traditionnelle, tout en se permettant parfois d'innover un peu. Alors depuis une dizaine d'années, cependant, la télé-réalité mue encore plus vite. Elle s'est professionnalisée, elle s'est diversifiée et elle est sortie de l'aspect très linéaire qu'on attribue aux programmes télévisés. Cette mutation express, on peut l'imputer presque entièrement à un élément en particulier, c'est les réseaux sociaux. Il faut dire que pour la télé, Twitter, Instagram et TikTok, ça attire et ça irrite aussi d'une certaine manière. Pour mieux comprendre les raisons de cette relation de transmédia un peu particulière, j'ai discuté avec Thibaut Grison, qui est docteur en sciences de l'information. Et il s'intéresse particulièrement aux questions de censure sur les réseaux sociaux, mais aussi également du coup à cette censure dans la télé-réalité. Il a notamment publié dans la revue du CNRS, c'est le numéro 14 de 2023, boum, je le remets comme ça, il apparaît 2 fois à l'écran, qui s'appelle Télé-réalité et réseaux sociaux numériques, un couple médiatique gagnant, qui est hyper intéressant. Et donc il a publié aux côtés de Lisa Bols, il a publié La réinvention de la télé-réalité sur TikTok entre nouveaux formats numériques et l'émergence des créateurs vedettes. Et il nous explique donc les raisons de ce rapprochement entre télé-réalité et réseaux sociaux. Sur TikTok, il y a énormément de contenu volé, que ce soit des extraits de séries, de téléfilms, mais du coup aussi beaucoup de télé-réalité. Et du coup, ce qu'on observe, c'est que les chaînes de télévision se sont aussi progressivement se sont progressivement saisis des réseaux sociaux justement pour diffuser leur propre contenu et en tirer des bénéfices, que ce soit en termes de visibilité ou en termes de rémunération. Ça, je dirais que c'est le premier point. Et un deuxième point, c'est évidemment aussi pour cibler une audience particulière. Il y a un peu tout l'imaginaire derrière les réseaux sociaux. Enfin, il y a un imaginaire qui existe dans beaucoup de médias, que ce soit télé ou autre, que en gros sur les réseaux sociaux, le public est essentiellement jeune. Et donc du coup, pour cibler ce public jeune de la télé-réalité, on va aussi investir les réseaux sociaux pour ça.
Donc je dirais que c'est un peu les 2 points centraux. Et troisième point, je dirais qu'il y en a un qui a toujours été un peu là en souterrain, enfin toujours, en tout cas depuis 15-20 ans, c'est que les castings de télé-réalité se font déjà pas mal en ligne sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des influenceurs qu'on n'appelait pas forcément comme ça à l'époque, mais en fait des gens en ligne dont on estime que l'identité numérique, elle est compatible avec le programme qu'on cherche à développer en tant que société de production, quoi. Alors, si je récapitule, la télé-réalité a investi les réseaux sociaux pour concurrencer des extraits volés qu'on voit souvent avec partie 1, partie 2, partie 3, de plein d'extraits d'ailleurs télé en règle générale, ou même sur Twitch, des fois, il y a des clips qui sont récupérés, etc. Mais aussi pour trouver des candidats susceptibles de participer à leur émission, mais aussi, et ça c'est le dernier point, pour tenter de toucher un public suffisamment plus jeune. Ce qui tombe bien, c'est qu'on a sous la main un objet d'étude un peu parfait pour vérifier les évolutions des rapports entre télé-réalité et réseaux sociaux. Il y a 3 ans, la Star Academy revenait sur les écrans de télévision, mais pas que, après 8 années d'absence. Et je crois qu'ils étaient même passés sur Énergie 12 à un moment, mais elle est un peu cursed cette. Elle est cursed de fou cette saison. Désolée pour les personnes qui ont participé. Si jamais un jour par hasard vous passez par là, je sais que tu regardes. Très très grande fan de la télé-réalité. Après je regarde pas les quotidiennes, mais je loupe aucun prime. Et j'imagine que tu regardes sur les réseaux sociaux quand il y a des extraits qui passent. Ouais, etc. particulièrement c'est partie des raisons pour lesquelles je garde encore un compte X, parce que c'est vrai que pour les primes, entre chaque longue publicité de TF1, aller voir les blagues sur la Starac. En fait, ça fait partie de l'expérience de regarder le prime de la Starac, quoi. Ouais, on y reviendra en fin de chronique. Sur les 3 saisons, donc, qu'a connu la nouvelle version de la Starac, le programme s'est cherché une approche sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure, il a évolué dans son approche. Et ça, c'était le sujet d'un article de Lucie Alexis dans la même revue. Merci le CNRS, vous m'avez beaucoup aidé. C'était d'autant plus une revue qui était dirigée donc par Lucie Alexis. Et elle avait travaillé du coup sur la Starac, ça c'est le titre de l'article, revue et corrigée par les réseaux sociaux numériques, point d'interrogation. Donc je suis allée discuter avec elle et elle est revenue sur les changements de stratégie de communication sur les réseaux sociaux du programme. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'entre le retour de la Starac il y a 3 ans maintenant et maintenant, on voit bien que l'usage par la production des réseaux sociaux numériques est assez différent. Enfin, moi, je trouve qu'au tout début, dans la première saison du retour, là, l'usage était quand même assez limité. Il avait été annoncé, en effet, que les candidats allaient pouvoir accéder aux réseaux sociaux, etc. Bon, au final, non, à part au moment de la demi-finale pour faire des espèces de petites vidéos votées pour moi, quoi, promotionnelles. Et puis, finalement, c'était des extraits qui étaient choisis, mais qui étaient déjà diffusés à l'antenne. Donc, on n'avait pas de contenu additionnel plus que ça. Alors qu'effectivement, là, cette année, il y a une réelle, un véritable usage des réseaux sociaux pour proposer un contenu qui est un peu différent, qui est peut-être aussi plus adapté aux réseaux sociaux. Enfin, voilà, si on reprend des micro-vidéos de danse, etc., on s'adapte aussi à TikTok, à ce qu'est TikTok, à l'ADN aussi de tel ou tel réseau social. Et donc, quelle forme ça prend ? Ça prend, comme Lucie Alexis en parlait, là, cette saison, sur TikTok, il y avait énormément de reprises de danse qui étaient effectuées, en fait, un peu avant les primes, avec les candidats qui reprenaient, etc. Ça restait quelque chose d'assez policé, parce qu'évidemment, c'était la société de production qui avait la main dessus. Et parfois même, en fait, cette promotion sur les réseaux sociaux, ça revêt un peu un caractère de trésor de guerre, en fait, entre les sociétés de production et les candidats. Ça a été le cas pour la saison précédente de la Star Academy. Donc, si vous connaissez pas trop le concept, après l'émission, je crois que c'est les 7 ou les 8 derniers candidats, du coup, qui sont allés le plus loin possible, qui vont partir en tournée, en fait. Donc, c'est une exposition complètement folle et qui, en fait, a pas beaucoup d'expositions sur les réseaux sociaux, puisqu'elle n'avait pas lieu d'être auparavant. Et donc, TF1 n'avait pas investi cette tranche-là. Par contre, il y avait une candidate qui l'avait investie. C'est une jeune artiste qui s'appelle Candice, qui s'est occupée de faire des vlogs, notamment sur YouTube, pour documenter cette tournée. Et elle a énormément gagné en popularité à ce moment-là. Et elle a pu lancer, du coup, son premier EP un peu plus tranquillement, avec un peu plus de popularité à l'époque qu'auparavant. Ça, TF1 l'a très bien vu. Et du coup, cette année, ils ont négocié avec les candidats pour continuer, pour reprendre la main, en fait, sur ce genre de contenu, pardon.
Mais du coup, cette promotion, elle va aussi parfois passer par le recrutement même des participants et participantes. Ouais, tout à fait. Le calcul des boîtes de prod, il est hyper simple. Si on arrive à créer un engouement avant même l'émission autour d'une personne, les gens vont se sentir un peu plus investis encore et sûrement plus regarder le travail, le programme, ou plus même mettre la main au portefeuille, tout simplement. Donc ça, c'était la stratégie de la Star Academy lors de son année de retour. Ça n'a pas été repris après, mais c'est un parti qui a été également saisi par le casting de la 2e saison de la très polémique télé-réalité Frenchy Shore. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est la version française de l'émission américaine Jersey Shore qui mise tout sur le trash, principalement sexuel. La version française, elle est arrivée il y a un peu plus d'un an sur MTV et en replay sur Paramount+. Et la société de production a, elle aussi, lancé un appel à candidature sur TikTok. Alors, c'était un peu cringe. Je ne sais pas si tu en as vu passer. C'était cringe comparé aux persos en fait, de la première saison qui sont tous et toutes assez iconiques quand même. Et l'appel à candidature était juste... cringe, je pense c'est le mot. J'ai pas d'autre mot pour décrire ça à part j'ai réfléchi avant d'inscrire cringe vraiment. Je sais pas si tu l'avais vu passer ou pas sur les réseaux. Du coup, l'appel à candidature pour la saison 2. Ouais, il est non, candidature. Pas du tout. C'est vrai que j'ai pas regardé. C'était comment ? C'était, en fait, les gens publiaient avec un hashtag casting Frenchy Shore saison 2 et ils disaient « Ouais, moi je suis trop cool, je vais apporter ça à la saison. » Et comme c'est très porté sur la sexualité, Frenchy Shore, et que... en fait, du coup, ça amène à une surenchère aussi au niveau de la sexualité qui, dans le programme, est très fun parce que... Parce qu'il y a un montage. Oui, parce qu'il y a un montage, parce qu'il y a un cadre et tout. Mais là, en fait, du coup, tu vois des gens essayer de se faire recruter sur le critère que ce serait des bons sexuels. Donc, ce serait des gens, des bons coups, quoi. Et du coup, je sais pas, c'est gênant. Du coup, c'est les gens qui sont en mode « Ouais, je suis un bon coup. » Mais c'est les gens eux-mêmes qui publiaient sur leur compte Instagram. Exactement. Et qui étaient relayés par le sur compte Instagram Instagram. sur TikTok. Okay. Ouais. Et donc, ça peut sembler un peu anecdotique, en fait, comme histoire par rapport aux effets réels sur le programme. Il y a un candidat qui a été retenu, mais finalement, on s'en fiche un peu, parce que pendant quelques jours, l'objectif a été rempli. Énormément d'utilisateurs et d'utilisatrices de TikTok ont pu être informés de l'arrivée de la prochaine saison du programme. Mmh. Mais alors là, j'ai parlé d'un cas spécifique de recrutement du coup par l'annonce sur les réseaux sociaux, mais en règle générale, les recrutements passent systématiquement désormais sur les réseaux sociaux. On va aller chercher les micro-influenceurs ou même des influenceurs un peu plus installés pour pouvoir combler le casting en fait de nos téléréalités. Est-ce que je peux ajouter un truc Bien à sûr. ce propos ? Il faut savoir que c'est hyper intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui, à mon sens, se passe beaucoup en France. Mm-hmm. Je ne sais pas pour d'autres pays. Après, j'ai un point de vue un peu plus global sur la question parce que je me suis intéressée à la télé-réalité du point de vue de la mondialisation. Et il y a d'autres pays, notamment là, en Pologne, qui, eux, misent plutôt justement sur des candidats qui ne sont jamais passés à la télé, qui n'ont pas de compte Instagram, justement pour essayer d'aller chercher cette impression d'hyper-authenticité. Voilà. Ouais, vraiment des gens lambda, un peu girl next door. Exactement. Donc ça dépend franchement ça dépend des stratégies, de ce qui est attendu au niveau éditorial et la ligne narrative que les producteurs veulent suivre dans chaque émission. Ouais, c'est hyper intéressant. Il y avait eu le cas, en France, c'est vraiment beaucoup ça. Et il y avait eu le cas, je ne sais pas si vous vous rappelez de Beauty Match. C'était un programme de télé-réalité qui n'a pas duré énormément de temps. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais. C'était un concours entre influenceuses en fait beauté qui allait se concurrencer sur la mise en beauté du coup d'une personne qui arrivait. Et ensuite la personne disait j'ai préféré telle mise en beauté ou tel makeover tout simplement. Et dans un cadre bien plus extrême, outre-Atlantique pour le coup, la plateforme de streaming Hulu a profité d'une suite de TikTok controversée au sein d'un groupe d'amis très visible sur les réseaux sociaux pour monter tout un programme. Est-ce que vous connaissez le Mom Talk ou pas ? Moi oui, je suis très très fan. Moi, je découvre plein de choses aujourd'hui. Je suis trop contente. Je vais te raconter. Vraiment le Mom Talk, ma passion et toutes les controverses autour du Mom Talk. J'ai suivi ça avec intérêt. Je te laisse expliquer, mais vas-y. Donc, pour ceux qui connaissent pas le Mom Talk, c'est des mères au foyer mormones qui vivent vraiment à la capitale de la Mormonie, Salt Lake City, dans l'Utah, et qui sont vachement investis sur TikTok, souvent par des tendances de danse, en racontant leur vie ou celle de leur famille, etc. Et on est clairement dans le mouvement des tradwives, des mères au foyer très religieuses et qui prennent une vie très traditionnelle, avec vraiment un système de rôle genré très strict, etc.
Et en même temps. Sauf que il s'en passe des choses dans leur vie. À l'image des révélations d'échangisme dans ce groupe, où cette vidéo dans laquelle Whitney, j'ai une vidéo, Sylvain, s'il te plaît. Voilà, Whitney, donc c'est une des protagonistes de ce programme, danse à côté de son nouveau-né sous respirateur, voilà, tout simplement, en appelant aux prières des personnes. Non, mais c'est terrible. Donc, je récapitule: drame, danse, embrouille, famille, tradition, sexualité, mormonnerie. C'est vraiment le terreau fertile pour la création du coup d'un programme de télé-réalité à succès. Et la première saison du programme qui s'appelle The Secret Lives of Mormon Wives a tout explosé sur Hulu et sur Netflix. Et une deuxième saison arrive au printemps. Voilà. Merveilleux. Oh là là, vraiment, j'ai super hâte de cette saison 2, quoi. Bah oui, parce qu'on va en parler. Pour le moment, on a surtout parlé de recrutement sur les réseaux sociaux, mais ces plateformes, elles jouent un rôle beaucoup plus important. Hein. Les réseaux sociaux jouent un rôle beaucoup plus important dans l'écosystème économique de la télé-réalité. Si ces programmes de télévision continuent à être diffusés avec des candidats récurrents, c'est aussi parce que la télé-réalité est devenue une carrière tout à fait envisageable et rémunératrice surtout. Quand on interroge Lucie Alexis et Thibaut Grison, ils sont tous les deux d'accord pour situer le début de cette professionnalisation autour de 2010, et plus particulièrement avec la création d'un programme de télé-réalité particulier qui s'appelle Les Anges de la télé-réalité. Donc, qu'est-ce qu'il avait de particulier à l'époque, ce programme ? C'était que les candidats étaient recrutés en leur qualité de participants à d'autres émissions, à d'anciennes émissions de télé-réalité, et ils allaient être ensuite mêlés à des anonymes. En parallèle, 2010, c'est l'année de l'explosion des réseaux sociaux, un peu moderne, quoi, tout simplement. Instagram se lance et deviendra avec le temps la plateforme préférée des influenceurs de télé-réalité. Twitter, de son côté, explose, comme le rapporte à l'époque, du coup, un article du Figaro qui note que 44% des utilisateurs du site l'ont rejoint entre janvier et août, donc de l'année 2010. La professionnalisation, elle passe nécessairement par, et vous le savez, si vous avez déjà rien que lancé Instagram, TikTok, ou que vous avez déjà vu passer le hashtag influvoleur, elle passe par des opérations sponsorisées, d'ailleurs plus ou moins transparentes et légales. L'influenceur ou l'influenceuse est payé pour faire la promotion d'un produit, d'une formation, d'une méthode de trading, peu importe quoi. Parce que du coup, ça te demande de garder l'attention sur soi et possiblement de se rémunérer entre deux tournages qui va être payé là par la prod. Bah ouais, il faut garder l'attention sur soi parce que s'abonner à une personne pour seulement être abreuvé de codes promo pour des produits venant de sites de dropshipping, bah c'est pas très passionnant, quoi. Il y a mieux dans la vie. Ouais, exactement. Donc, pour conserver l'attention sur soi, il va falloir créer des histoires, des storylines, des narrations, en fait, de la même manière que les programmes de télé-réalité ont des scripts prévus et des histoires prévues, en fait. Alors, ça peut être tout à fait réel, hein, ça peut être des histoires qui se sont vraiment passées et que vivent les personnes de télé-réalité. Ça peut être exagéré, etc. Mais en tout cas, l'exposition de sa vie paraît obligatoire pour conserver ses followers, tout simplement. Ce qui est pratique avec les formats actuels mis en avant par les réseaux sociaux, c'est qu'on va pouvoir créer des sortes de sagas épisodiques, des feuilletons, en fait, à distiller au fil des jours et au fil des stories. Il y a cette immédiateté et cette fausse proximité qui est induite par les réseaux sociaux avec le candidat que les programmes TV ne possèdent pas forcément. Alors, j'ai un exemple pour illustrer tout ça, si ça vous paraît un peu théorique. Il y a une candidate de télé-réalité qui, pour le coup, ne fait plus ou peu maintenant de télé-réalité. Okay. Elle se fait appeler Melanite. Est-ce que son nom me dit quelque chose. Et il lui est arrivé un truc pas fou. Elle s'est faite tromper par son copain et son copain l'a trompée avec une de ses ex-copines en fait, de télé-réalité. Vous avez vu passer cette histoire ou pas du tout? Ah bah je vais vous expliquer. Alors comment c'est tout ça? Comment j'ai eu accès à tout ça? J'adore la vidéo. Hein. Ah ouais, non, elle est folle. Elle est folle, la vidéo. Bah, parce qu'elle l'a documentée en direct, en fait. Tout simplement. En direct de sa tromperie? Quand elle découvre sa tromperie? Quand elle découvre, oui, tout ça. Alors, les vidéos ont été signalées depuis, j'imagine, par les parties prenantes. Mais en fait, on a toute une série de stories où elle explique tout ça. Donc, pour se venger de son ex. À partir du moment où elle a découvert, début décembre. C'est du revenge sur Instagram, quoi. Ouais, c'est fou. Depuis, elle a multiplié les vidéos dévoilant des informations au fur et à mesure, vraiment au compte-gouttes, comme ça. Et elle a notamment raconté son périple vers Monaco, le lieu supposé de l'adultère, en fait. Ne manquant pas de remercier la compagnie de location automobile qui lui avait prêté un véhicule pour l'occasion, quoi, pour se rendre
À Monaco. Absurde. Ouais. Waouh. Et donc, on a ce feuilleton qui se déroule devant nous. Elle va à Monaco. Il y a des sons qui deviennent viraux. Elle fait entre-temps, elle publie des vidéos où elle parle avec le patron d'un régime minceur et elle dit regardez comment c'est chouette. Elle explique là, je vais aller parler sur le plateau de tel blogueur, etc. Et donc, il y a notamment ce son-là où elle dit elle croit que t'es millionnaire, mais t'as un leasing. Voilà, tout simplement pour expliquer qu'il est locataire et que voilà. Voilà, c'est là, exactement. Et qui. Alors, ta vie, c'est un leasing. C'est Ta vie, c'est un leasing. Ok, C'est pas mal. Bonne punchline. Bonne punchline. Et donc, ça devient un son qui devient viral à ce moment-là. Et pourquoi j'appuie sur cette phrase en particulier ? Parce que c'est un facteur évident, pour moi, la petite phrase dans la télé-réalité, du lien entre notoriété, réseaux sociaux et viralité. Tout le monde se souvient évidemment de la petite phrase de Nabila. Allô, t'es une fille et t'as pas de shampoing. Je vous l'ai évidemment remis pour la postérité. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? On te reçoit, tout à fait. Ça a littéralement propulsé sa carrière médiatique. En fait, ce qu'elle comprend avant tout le monde, là, Nabila, c'est qu'elle elle peut profiter de la viralité de cette petite phrase sur les réseaux sociaux pour en tirer une marque. Elle lance ainsi quelques mois plus tard une série réalité qui s'intéresse à sa vie et à celle de son entourage qui va être nommée Allo quoi et qui reprend un peu les codes qu'on a vus chez les Kardashians par exemple aux États-Unis ou chez les femmes mormones du coup au foyer plus tard. Et elle dépose même l'expression comme une marque à l'INPI. Tout simplement. Donc, il y a 14 mentions de « Allô quoi, t'as pas de shampoing », etc. Du coup, sur les sacs à main, ce genre de choses, sur la papeterie, sur plein de choses. On peut, je crois, encore la trouver, la marque déposée, c'est intéressant. Et cette question du branding par la petite phrase, elle est possible grâce à la propension des réseaux sociaux à faire circuler des vidéos virales et surtout à se les approprier, à les détourner. Et ça, les candidates de la télé-réalité l'ont bien compris depuis Nabila. Thibaut Grison souligne son utilisation dans la 2e saison de Frenchy Shore. Les candidats sont très au fait, en fait, de cette viralité de la petite phrase. Et en fait, quand on regarde Frenchy Shore, c'est un programme de machine à punchline. Enfin, moi, j'ai un document avec des amis, une note, par exemple, où on note toutes les phrases par épisode qui ont l'objet de devenir virales. Mais il y en a une quantité astronomique. Enfin, c'est un truc de ouf. Et en fait, les candidats se professionnalisent aussi là-dedans, ce qui parfois, par ailleurs, peut donner un effet aussi d'artificialité à certains moments. Et la saison 2 de Frenchy Shore, par les adeptes de télé-réalité, elle a été aussi critiquée pour ça. Parce qu'en fait, on voit comment les candidats se professionnalisent et comment ça fait super fake, en fait, d'inventer ces phrases à tout bout de champ. Mais en tout cas, c'est une pratique qui existe, un peu comme les machines à tubes pour les chanteurs, musiciens, où en fait on fait un single pour faire la promo de son album. Là, c'est un petit peu le même phénomène avec ces petites phrases qui circulent en ligne. J'ai trouvé la comparaison justement entre les tubes, des EP, etc. pour lancer un album qui était particulièrement marquante pour le coup. Merci Thibaut Grison pour cette information. Alors, je vous ai parlé de l'intérêt des sociétés de production à être présentes sur les réseaux sociaux, aussi de la nécessité économique et professionnalisante des candidats. Mais qu'en est-il de l'effet sur les téléspectateurs et en premier lieu, les réseaux sociaux vont venir bousculer, on en parlait au début, la linéarité inhérente au programme télévisuel, en bousculant à la fois le temps du récit et en démultipliant les écrans nécessaires au suivi de l'histoire. Mais ça, je laisse Lucie, Alexis vous l'expliquer un peu mieux que moi, quand même. La question de la linéarité, c'est on parle de télévision linéaire, hein, la télévision qui est diffusée dans le temps de l'antenne, en fait. Du coup, la démultiplication, oui, il y a une démultiplication des écrans, des multiplications des contenus aussi, puisque si on se donne à voir sur les réseaux sociaux en commentant finalement ce qui se passe à la télévision dans l'émission, oui, on va, il y a cette idée de commentaire sur un programme existant finalement. Jusqu'à ce que je trouve assez rigolo parfois aussi, c'est de dire qu'on a on a vu des candidats qui apparaissaient sur 2 chaînes différentes au même moment, dans 2 programmes différents, et en même temps on les voit aussi sur les réseaux sociaux, commenter et l'un et l'autre, où on les voit dans une vie qui est celle du présent, alors que le tournage les a montrés avec, je sais pas, en couple avec quelqu'un, et que là ils le sont plus. Enfin, il y a une forme aussi de, les réseaux sociaux vont dire aussi le temps présent, alors que l'émission qui passe
à l'antenne dit finalement un moment du passé du candidat, quoi, finalement. Donc, d'un côté, on a la déconcordance des temps, de comment on va commencer à regarder la télé-réalité et comment on va aborder aussi les événements de la vie de tel ou tel candidat. Et à côté, il y a un certain, ça on l'a abordé rapidement, mais on peut en parler un peu plus largement là, un entre-soi en fait. En France, des candidats, on retrouve toujours les mêmes. Il y a une certaine hiérarchie aussi entre les candidats, entre ceux qui sont là depuis un moment, ceux qui vivent à Dubaï, ceux qui vivent pas un peu, tout simplement. Et la conséquence de tout ça, c'est que regarder une télé-réalité, ça peut revêtir un certain aspect ludique, en fait, tout simplement. Ça peut être hyper marrant, par exemple, quand un candidat intègre un programme en cours de route et qu'on lui découvre un passé amoureux avec un autre participant, bien les détails de cette histoire, on va devoir aller les chercher dans des émissions précédentes, dans le contenu des réseaux sociaux de tel ou tel candidat, dans les wikis de fans aussi, avec des listes d'ex qui sont longues comme ça, généralement. Trouver des preuves, Trouver des preuves, ouais. Et alors, ça, j'ai un petit extrait aussi. Je me suis fait plaisir sur les extraits, voilà. Oh oui. Qui est assez emblématique pour le coup de ce genre de script qui arrive assez fréquemment dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu vas pouvoir monter un peu le son à un moment ? Nickel. Le mec de Mila. Enchanté, Ilona. Oh merde. Bonjour. Salut. Mujdat. Le mec de Mila. Ah bon ? Ah bon ? Oula. Oula. Les gars. Ça va être compliqué là, je crois. Il y a le mec à Mila. Donc ça, c'est un des... Pardon, c'est ma phrase préférée. Le mec à Mila. Donc, ce truc de l'ex ou de l'ex supposé qui arrive, c'est un script qui est hyper utilisé dans les programmes parce que c'est dramatique, c'est soudain, ça donne lieu aussi parfois à des petites phrases comme celle qu'on vient d'entendre là. Bref, ça devient presque un petit jeu de piste pour comprendre tous les fils rouges à tirer entre tous les candidats. Et souvent, cette pêche aux infos va avoir lieu sur les réseaux sociaux. Et elle va être parfois menée assez collectivement. Tu parlais de quand tu regardes au moment de la pub la Star Academy, les tweets qui vont être mis en temps réel et les gens mettent des mèmes et avec toujours le même hashtag Star Academy, donc tu as juste à ouvrir et regarder tout ce qui se dit. Très collectif, et je sais qu'il y avait une période où même pour une émission genre Top Chef, le mardi soir, il y avait une certaine communauté sur Twitter qui se réunissait pour commenter Top Chef ou d'autres. L'amour est dans le pré aussi. Puis ouais, je sais qu'il y a des émissions comme Koh-Lanta où c'est même les candidats qui vont commenter en fait pendant les pauses pub. Ils commentent leur propre aventure. Ce qui est assez rigolo. Et donc, ça donne un aspect assez social. Ça existait déjà auparavant, cet aspect social, avant les réseaux sociaux, hein, quand on allait acheter les magazines et qu'on en discutait dans la cour de l'école ou au travail d'ailleurs, un peu partout. Mais là, on est quand même sur un aspect social qui est extrêmement renforcé et qui devient presque un peu, si ce n'est obligatoire, extrêmement présent quand on consomme du coup de la télé-réalité. Mais d'ailleurs, il me semble, j'ai discuté, parce que mon terrain de recherche, c'est vraiment de travailler avec les producteurs, les candidats, de rencontrer tous ces gens qui travaillent dans ce milieu-là. Et il me semble que pour Star Academy, cette année, ils ont été un peu dépassés par la portée politique, en fait, de la finale, entre Ebony et Marine. Quelque chose que eux n'avaient pas forcément, c'était pas du tout pour le coup scripté, ils n'avaient pas prévu que les choses se passent comme ça. Ouais, bien sûr. Parce que le script était bancal dans ce cas-là. Ah, vraiment. Si ça avait été prévu, c'est terrible. Non, bien sûr. Et en fait, les gens du milieu, là je parle pas des producteurs de Star Academy que j'ai pas rencontrés, mais les gens du milieu ont été un peu surpris de se dire waouh, mais en fait les gens ont fait quelque chose de très politique et commencent à se poser des questions aussi sur la portée. Alors je sais pas si ils ont déjà dû se poser des questions depuis longtemps, mais il y a vraiment une question sur les téléspectateurs qui veulent peut-être des contenus un peu plus politisés, un peu plus qui vont respecter certaines valeurs. Je sais qu'il y avait eu plein de trucs sur la Star Academy, par exemple, sur le fait que certaines des candidats, je pense à Marguerite, Maya et Bonnie aussi, seraient plus féministes que peut-être dans les saisons du début des années 2000 où on faisait des commentaires sur les sous-vêtements de Jennifer dans la première saison. Sur le fait qu'elle était en surpoids. Oui, apparemment, elle était grosse. M to the D to the R. Donc ouais, il y a un truc aussi c'est lié au changement aussi de et ça génération. Change complètement le statut des candidats et la maîtrise que les producteurs ont sur le script. Parce que c'est pas tout à fait scripté, c'est assez particulier, mais c'est quand même un environnement qui laisse la part un peu aux imprévus. On peut pas tout maîtriser dans la télé-réalité. Les gens, on leur dit pas quoi faire, même si évidemment tout est orienté avec le dispositif. Mais je pense que
ça va être un peu plus compliqué, ou ça l'est déjà, parce que les candidates et les candidats peuvent plus rapidement revenir sur ce qui s'est passé, corriger la réalité et dire maintenant, en fait, les choses se sont passées différemment ou j'ai ressenti les choses de cette façon. Oui. Non, mais c'est juste que c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. En plus, on reviendra du coup sur l'aspect politique dans un deuxième temps dans le temps. Pour revenir du coup à l'aspect vraiment social, je suis allée en discuter. Du coup, comment est-ce que cette manière de consommer différemment la télé-réalité avait impacté du coup l'aspect social de la télé-réalité. J'en ai discuté avec Thibaut Grison. T'as peu de gens qui regardent la télé-réalité comme à l'époque, en gros, sur le créneau de 17h classique, quoi. Par contre, le replay est super utilisé pour regarder de la télé-réalité, mais aussi sur les réseaux sociaux. J'en discutais encore avec mes étudiants tout à l'heure, tu vois, pour préparer l'interview en amont de notre échange, où en fait, je demandais qui regarde la télé-réalité sur sa télé ou sur son ordi. Et en fait, la plupart regardent les extraits qui circulent en ligne. Même la Starac ou autre, en fait, ils regardent beaucoup ces extraits qui pop dans leur feed d'actualité comme ça. Et du coup, tu as des phénomènes de questions-réponses entre un format et l'autre. C'est ce que, du coup, François Jost toujours appelle les prothèses de la télévision. Et comment, du coup, le domaine télévisuel s'étend aussi sur les réseaux sociaux et inversement. Comment les deux s'inspirent. Ça montre bien aussi que la télé en soi ne meurt pas, contrairement à ce qu'on pense. Enfin, elle est toujours regardée, et quand elle est regardée non pas sur un poste télévisuel classique, elle est aussi regardée ailleurs, quoi, notamment en ligne. Et en ça, du coup, elle a ce caractère social, et qui passe du coup même pas par le programme de télé-réalité en soi, où en gros c'est un épisode de 45 minutes qui est déjà rythmé par 15 minutes, c'est le générique, 10 minutes, c'est le récap de l'épisode de la veille avec quelques nouveautés, 5 minutes, c'est le teasing de l'épisode suivant, et les 10 prochaines minutes, c'est la seule exclue qu'il y a dans l'épisode, quoi. Donc du coup, beaucoup de gens regardent seulement les extraits, parce que c'est ça qui est intéressant pour eux. Ou alors, quand ils ne regardent pas les extraits, ils la consomment un peu différemment, justement par référence culturelle, par petites phrases, par référence. Et du coup, ça devient aussi quelque chose qui fait communauté en ligne. Il y a des communautés qui se structurent ponctuellement ou pas autour de ces référents culturels-là. Et je voulais finir juste par évoquer rapidement un sujet qu'on n'a pas encore évoqué et qu'on abordera peut-être après. Je voulais pas finir la capture d'écran sans en parler. Les réseaux sociaux et la télé-réalité, comme d'autres milieux, les réseaux sociaux, pour la télé-réalité, je reprends ma phrase, ont pris ce rôle parfois aussi salvateur de lieu de dénonciation des violences sexistes et sexuelles, dont la télé-réalité est très loin d'être exempte. Ça, c'est tout un autre sujet. Donc, si vous intéresse, je finis sur une petite recommandation de lecture. L'essai de la journaliste Constance Villanova, Vivre pour les caméras, ce que la télé-réalité a fait de nous, que je crois que tu l'as également lu. Que j'ai lu et que je conseille tout le travail de Constance, notamment sur cette histoire, sur toutes les histoires, malheureusement, de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la télé-réalité. Constance avait partie des premières qui a donné la parole à ces candidates et ex-candidates sur leurs conditions de travail, sur les violences qu'elles ont pu subir par d'autres candidats ou pendant les tournages et tout. Donc, l'ensemble de son travail est Lisez-le. Hyper intéressant, et ce livre-là. Et en plus, c'est Constance, donc c'est très drôle et bien écrit. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y a plein de blagues. C'est à la première personne, d'ailleurs, ça a noté, donc lisez-le, c'est très chouette, et c'est sur ça que je souhaite terminer ma capture d'écran. Merci Louise pour cette capture d'écran faite, comme je dirais, de chic et de choc. Quelque part, voilà, c'est magnifique. Merci pour cette capture d'écran. Je pense qu'il est temps de passer au mode lent. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette capture d'écran Écoute, moi, j'ai appris beaucoup de choses, puisque c'est pas forcément ma spécialité, les réseaux sociaux au regard de la télé-réalité. Donc vraiment hyper intéressant, et ça faisait écho à pas mal de choses, notamment sur la question de la mise en scène, de la vie quotidienne, la mise en scène de soi, et aussi comment on fait de nous une marque. Et ça, je trouve que c'était vraiment hyper intéressant de le pointer. Donc j'ai appris plein de choses. Et surtout, maintenant, tu es hooked par... t'as envie d'aller regarder ce qui se passe avec Mélanite. Alors, oui. Il y a quelques jours, elle a publié un TikTok parce qu'elle a dit, vous êtes les copains, elle commence souvent comme ça, ou les copines. Okay. Vous êtes beaucoup à me demander s'il a fini par payer les crédits
et tout. Et donc, Est-ce qu'il a fini par payer? Et donc là, ça commence à faire 3 mois, elle vit toujours dessus. Donc, Ah ouais. 3 mois qu'elle exploite ce filon-là Ouais, et ça la fonctionne, prix et tout. Il y a pas mal de personnes qui C'est quand même hyper intelligent, faut le dire. Non, mais Ah bah c'est oui. hyper smart. Voilà. Après, le jugement moral, ça appartient à chacun, mais c'est Oui, trop absolument. intelligent de le faire. Oui, et puis d'en être devenu, comme je disais hors caméra, mais un objet de mème et d'autodérision sur une situation qui est quand même pas évidente, la tromperie, l'adultère, tout ça, c'est pas On a tendance à cacher pour le coup. Et donc Ouais. c'est intéressant, moi je trouve, voilà. Et puis je la trouve drôle. Je connaissais pas cette dame, voilà. Donc j'ai regardé moi aussi Mélanie. Hyper intéressant tout ce dont on a parlé. Moi il y avait une question que j'avais envie de te poser, Aziz, c'est que là on a beaucoup parlé de la professionnalisation de la télé-réalité, son empreinte sur les réseaux sociaux, mais c'est notamment Constance Villanova qui l'explique dans son livre, c'est qu'il y a eu aussi une sorte de pipolisation et de télé-réalisation du milieu aussi politique. On l'a vu, alors ça a été le grand sujet de la plupart des médias qui n'ont pas ouvert un navigateur Internet depuis 1993. En juin dernier, lors des campagnes législatives, tout le monde s'est affolé sur le fait que, comment ça, Jordan Bardella avait un compte TikTok et que les jeunes adoraient Bardella sur TikTok. Donc moi, je me demandais, est-ce que la télé-réalité, justement, ça touche pas aussi au monde de la politique et qu'est-ce que ça fait au monde de la politique, selon toi ? Alors déjà, grâce à toi, j'ai regardé mes premiers TikTok de Jordan Bardella, parce que j'y étais jamais allée. Et alors ? Je suis fidèle à lui-même. J'irai le tirer. Pas Voilà. le contenu sur lequel tu t'abonnerais. Je pense, ouais, mais je pensais qu'il y aurait peut-être un peu plus de choses intimes. Ah ouais, d'accord, ok. Tu Et moi- t'attendais à plus une Karine Le Marchand vibe ? Voilà, justement, moi je voulais revenir là-dessus quand même au niveau de ta question. Ça m'a refait penser à une émission que je trouve assez culte. C'est quand même Une ambition intime de Karine Le Marchand, qui a été diffusée pour la première fois en 2016, dans lequel elle fait les portraits de certains politiques. Voilà, Candidat à la présidentielle, non ? C'était ? Alors, je crois que ça dépend. Il y avait pas que des candidats, Parce que il y là, avait aussi. J'ai d'autres, su, ouais. j'en suis pas sûre, mais j'ai su qu'il y allait avoir une nouvelle saison Oui. qui allait sortir bientôt. Et ça m'étonne pas. Donc je suis pas sûre que ce soit pour les candidats forcément. Ok. Je sais qu'elle change un peu son format. Mais je trouve que dans cette question-là, c'est un peu compliqué de savoir, je sais jamais utiliser cette expression-là, mais qui est l'œuf et qui est la poule. Oui. Est-ce que c'est la télé-réalité ou est-ce que c'est plus largement, moi c'est vraiment la question de comment on rend l'intime visible et comment on se sert de l'intime pour atteindre un objectif. Là, Mela Knight, son objectif c'est de se venger et c'est de faire de l'argent. Jordan Bardella, son objectif est tout autre. Mais Oui. moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est l'intention aussi qui est derrière ça. Voilà, exactement. Et c'est un peu la manière dont on a de se mettre en scène. Et moi, je trouve ça assez, personnellement, je trouve ça assez dangereux. J'ai pas de regard scientifique sur la question, j'ai pas fait de terrain, mais je trouve ça assez dangereux parce que ça, au niveau de la question des politiques, ça, même l'émission de Karine Le Marchand, en vrai, est questionnable. Parce qu'à mon sens, on ne devrait pas avoir accès à l'intimité ou à la singularité de la personne. Enfin voilà, ce qui nous intéresse, c'est les idées politiques. Donc moi, ça me dérange un petit peu. Et tout ça, ça a aussi commencé avec la presse People. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Ça fait longtemps. Tu parlais tout à l'heure de Carla Bruni, Nicolas Sarkozy. En fait, toutes les photos qui fuitent dans les magazines People. Le scooter d'Hollande. Fuitent plus ou moins, comment dire... c'est plus ou moins préparé des fois. Plus ou moins toute seule. Oui, c'est ça, par des personnes. Enfin, oui, les magazines People, c'est bien avant les réseaux sociaux, c'est une manière aussi de se pipoliser, quoi, du coup. Et ce que je trouve dangereux, c'est que vraiment, ça vient appuyer sur un levier qui est l'affect, qui est l'émotion. Et encore une fois, à mon sens, dans un choix politique, on ne devrait pas, en tout cas dans le choix d'un candidat ou le choix d'un président, d'une présidente, on ne devrait pas choisir notre candidat en fonction de sa sympathie. On devrait choisir notre candidat en fonction de ses idées politiques. Donc pour moi, c'est évidemment... Après, sincèrement, je ne suis pas allée voir plus profondément dans le compte de Jordan Bardella. Donc peut-être que toi, tu sais ce qui s'y passe vraiment. Il se passe pas grand-chose, mais en fait, c'est ce qui est intéressant avec le compte de Bardella, mais de la même manière que, j'ai envie de dire, Marine Le Pen ou Florian Philippot se sont lancés sur YouTube. Aux États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez fait des lives où elle joue à Among Us. Enfin, en fait, ce terrain politique, il a été... conquis, ce terrain d'internet, il a été conquis par les politiques. Pardon, j'ai switché un petit peu. Mais en fait, tout ça, c'est assez commun. En fait, c'est ça qui est dérangeant à mon sens, c'est que
ils font comme si c'était des citoyens normaux, alors qu'on sait qu'ils ont un pouvoir et une place qui est pas si faible que ça. C'est pas ton voisin qui fait des TikTok. Et ça me fait penser, il y a une anecdote. En Roumanie, il y a pas très très longtemps, il y a eu une élection présidentielle. Alors en Roumanie, je sais pas si vous savez, mais c'est un pays dont il y a pas mal de corruption en Roumanie. Et premier tour des présidentielles, surprise, surprise, il y a un monsieur, personne ne savait qui c'était. Je crois que c'est Calinescu, j'ai pas envie de dire de bêtises, qui est arrivé au deuxième tour avec 23% des voix. Et là, grosse surprise, un mec d'extrême droite. Et on se rend compte rapidement qu'en fait, ces vidéos ont été poussées par TikTok parce qu'il y a une réglementation selon les pays en fonction de la communication électorale. Et en Roumanie, notamment, son contenu sur TikTok n'a pas été classifié comme contenu politique. Et donc, ce qui fait qu'il y a une enquête qui a été ouverte par la Commission européenne pour vérifier si TikTok n'avait pas fait de la manipulation quant au contenu. Donc, il y a aussi ça, il y a aussi la place des plateformes là-dedans qui peut être un peu dangereux, on va dire. Ça biaise un peu les choses. Voilà. Et tout ce qui, moi je le dis souvent, mais tout est politique. La télé-réalité, ça aborde aussi des sujets, notamment liés à celui des classes sociales. La plupart des candidates de télé-réalité viennent de milieux populaires ou en tout cas sont perçus comme venant de milieux populaires. Toi, dans tes recherches, comment cette thématique, justement, elle est abordée, le fait de la classe sociale ? Alors, c'est une thématique qui, évidemment, moi, je trouve, est délicate et pas évidente. Évidemment, comme tu l'as bien pointé, surtout en France, je trouve, parce que sur Netflix, c'est un petit peu différent quand on regarde Love is Blind, par exemple. Des gens un peu qui ont réussi économiquement, on va dire. Un peu classe sup, hein. Qui sont, carrément. La télé-réalité, en 20 ans, elle n'a pas non plus exactement le même statut. Mais c'est sûr qu'évidemment, et Constance en a beaucoup parlé dans son livre, ce sont les personnes issues de classes populaires qui ont été castées, sélectionnées dès le début pour remplir, je sais pas comment dire, le casting de ces émissions. De chair à canon aussi pour ses premiers programmes. Voilà, et un programme qui est aussi à la base, alors c'est ce que beaucoup disent, mais moi je pense que c'est plus complexe, qui est à la base destiné à des classes populaires et plus particulièrement à des femmes. En vrai, beaucoup de gens regardent de la télé-réalité quand on commence à en parler. Moi, quand je dis que je fais une thèse sur la télé-réalité, au bout de 10 minutes, généralement, il y a un petit aveu qui se fait. Les langues se délient un petit peu. Comme disait Thibaut Grison, et même si t'es pas là au rendez-vous à 17h, tu consommes de la télé-réalité, quoi qu'il arrive, par plein d'autres biais, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Qui a regardé l'île de la tentation espagnole et qui a entendu parler de Montoya, et j'imagine qu'il y a un gap entre les deux et que Montoya, por favor. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont entendu et qui l'ont vu passer, donc ce que je trouve important de souligner, à mon sens, c'est que, en tout cas, les personnes qui font l'objet d'un mépris, d'un fort mépris, ou qui font l'objet d'un nombre de commentaires importants sur les réseaux sociaux, ce sont souvent les personnes issues de classes populaires, souvent les femmes, ou souvent les personnes racisées, ou les personnes grosses, les personnes en tout cas qui ne correspondent pas à un standard dominant. Parce que si on se penche vraiment sur la télé-réalité, et tu l'as dit au début, qui est un genre extrêmement fluide, il y a énormément de contenus qui sont de la télé-réalité. En fait, il y a des gens qui sont issus de toute classe aujourd'hui. Oui. Moi, je regarde pas souvent Top Chef, mais à mon avis, Top Chef, on n'est pas que sur de la classe populaire. L'amour est dans le pré, c'est devenu assez ouvert finalement aussi, même si à la base, les persos principaux, ce sont les agriculteurs et les agricultrices. Mais maintenant, le casting, c'est pareil. Il y a des gens qui viennent un peu de partout. Donc, je pense que la question, c'est surtout de comment on regarde différemment les personnes dans la télé-réalité en fonction de leur classe sociale. Mais justement, ça m'amène à notre question, c'est surtout la question des corps féminins, hein, tu le disais très très bien, c'est le fait qu'on porte un regard qui est souvent plus sévère envers les femmes de classe populaire, et sur la question des corps féminins, comment ils vont être filmés, exposés, comment est perçue leur féminité, est-ce qu'elle est trop exacerbée ou pas assez, et notamment autour de certains clichés, j'avais mis une image de celle de la cagole. La cagole, c'est un mot qui vient du patois et qui veut dire caguer, donc faire caca. Donc la cagole, c'est une femme qui cague, qui parle trop et qui est trop vulgaire. Comment tu perçois un petit peu ce regard de la télé-réalité sur les corps féminins ? Alors, j'ai observé, en tout cas, c'est assez évident que la télé-réalité, c'est quand même une industrie qui est orchestrée par des hommes, comme beaucoup d'industries.
culturelle. Donc c'est souvent des hommes qui sont qui ont comment on pourrait dire qui sont à haute responsabilité, directeurs de prod, tout ça. Les femmes qui sont dans des positions un peu plus subalternes, qui sont les nounous, les journalistes, celles qui vont vraiment faire le travail de care et accompagner les candidats. Encore une fois, alors ça dépend de quelle émission on parle. Ouais. Moi je précise à chaque fois, c'est sûr que tout ce qui est Frenchy Shore, les anges, on va jouer sur cette figure de la bimbo, sur cette figure de la cagole, et on va aller chercher des femmes qui performent une féminité sexualisée, voilà, très fortement sexualisée. Donc ça, c'est les personnages qu'on va aller chercher. Après, ça dépend de quelle émission on parle. Moi, je trouve que la télé-réalité, bon, on a bien dit qu'elle n'était pas exempte en termes de violences sexistes et sexuelles. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des coordinatrices d'intimité là qui sont en train de militer, voilà, pour dire qu'il faudrait aussi des coordinatrices d'intimité sur les plateaux de télé-réalité. Mais en tant qu'espace où l'imprévu se produit, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a d'autres formes de féminité qui émergent, qui viennent un petit peu challenger la question de la respectabilité. Voilà, où on voit des femmes qui, en fait, assument, là je reprends une phrase d'Ouriel dans Frenchy Shore, mais assume baiser, baiser devant les caméras, aimer ça, aimer aussi la sexualité en soi. Et bien sûr, en prenant des pincettes, je reste critique par rapport à la télé-réalité, mais moi je trouve que c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Ça permet de voir une féminité qu'on a tendance à réprimer dans d'autres espaces, parce qu'il faut quand même qu'on reste plutôt sage. Hein. Mais justement, tu parles de Frenchy Shore. Alors, Frenchy Shore, c'est très tourné autour du coït, mais la télé-réalité, ça parle beaucoup d'amour quand même, et de couple. Quelle vision plus de couple que d'amour. Oui, j'allais dire, non, c'est vrai. Plus de mariage, de démonstration en tout cas publique, d'appartenance, de jalousie, de possessivité. Je vous ai mis des beaux exemples de quelques couples connus, peut-être de la télé-réalité, avec beaucoup de filtres pour certains. Il y a des visages que je ne reconnais plus trop. Justement, quelle vision de l'amour ça donne la télé-réalité ? Quelle vision de l'amour on observe dans ces programmes ? Héloïse l'a bien dit, en vrai, on a tendance à se dire oui, la télé-réalité, ça, en tout cas certaines d'entre elles, comme Love is Blind, font la promotion de l'amour romantique, du conte de fées, mais c'est pas si vrai que ça. On fait plutôt la promotion d'un amour qui est assez réaliste et la promotion de la conjugalité hétérosexuelle comme projet de vie, comme ambition qu'on devrait tous et toutes avoir, puisque c'est la seule ambition qu'on devrait avoir, en tout cas. Chouette. Voilà, bon projet. Donc voilà, la télé-réalité, elle se centre là-dessus, surtout avec... et même d'ailleurs dans Frenchy Shore, on a l'impression que quand on regarde vraiment bien les épisodes, certes, le sexe prend une place énorme dans l'émission, c'est le concept, ça repose là-dessus. Mais en vrai, alors là, je me souviens plus des petites idylles qu'il y avait eu dans la saison 1. Il y a eu quand même des petites idylles un peu sentimentales, et en tout cas, il y a un peu des histoires de tromperie, voilà. Donc, de jalousie. Exactement. Ça veut dire que malgré... cet espace hyper sexualisé où on s'appuie sur la sexualité en soi, au niveau du montage et de ce qu'on va raconter, on va quand même essayer de voir s'il y a quelque chose de l'ordre de l'amour ou du couple qui peut émerger malgré tout. Et moi, j'ai l'impression, même l'île de la tentation, ça ne s'intéresse pas du tout au sexe. L'idée, c'est la fidélité. C'est ce qui est au centre de l'émission. Et à quel point tu vas craquer ou non. Et... Mais il y a plein d'émissions qui sont comme ça. Tu as parlé de Marie au premier regard qui tourne autour du mariage. Il y a Ultimatum, je sais pas si vous connaissez. The Ultimatum, oh oui. Donc pour ceux qui connaissent pas trop l'émission, c'est il y a 5 couples la plupart du temps qui arrivent dans l'émission. Il y en a un qui souhaite se marier, l'autre non. Et ils vont devoir tester en fait. Alors c'est comme ça que c'est présenté par l'émission. Dans les faits, c'est un peu différent. Tester la vie maritale avec un autre candidat d'un autre couple. Ils vont switch, ouais, tout simplement. Et en fait, commencer à se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'ils ne souhaitent pas se marier ou pourquoi est-ce qu'ils souhaitent se marier, est-ce que c'est la bonne personne, etc. Et j'adore le fait qu'il y ait ce pitch-là et que de manière sous-jacente, ce soit pas du tout ça la question qui se pose systématiquement, que la question du mariage soit très très loin et que c'est juste la plupart du temps des couples qui sont pas du tout fonctionnels, extrêmement toxiques, qui communiquent pas. Ouais. Et que du coup, c'est juste en fait un terrain fertile à ce qu'il y ait des embrouilles tout le temps. Et que tu te sépares dans des conditions devant les caméras. Quoi. Ouais. Mais je trouve ça intéressant qu'ils essayent quand même de mettre ce côté, non, mais c'est... Limite de la thérapie de couple, en fait. Ouais, c'est ça va aller. Et qui le couple, les lâchets, qui arrivent et qui disent, non, mais nous, on a connu ça.
va vous expliquer comment faire et tout. Ça, c'est le couple phare, le couple de Love is Blind. Mais en fait, dans la télé-réalité, vraiment, il y a quand même une récurrence, pas dans toutes, mais je sais pas si vous avez remarqué, dans quasiment toutes les émissions, il y a des coachs. Alors, elles ont toutes... La Villa des cœurs brisés, des choses comme ça. Mario ou alors... au premier regard, il y a des psys aussi dans Mario au premier regard. Mais oui. Qui accompagnent les participants tout au long de l'aventure. Et qui montrent plein de chiffres. Bip, boum, 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 les sciences. À chaque fois, la compatibilité scientifique. La compatibilité amoureuse qui se base sur... On sait pas. Ça, c'est quoi les références scientifiques ? Ça, c'est vraiment pas l'objet de ma thèse. Je me dis que c'est juste un ressort narratif pour aller ensuite créer des histoires. Mais moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est vraiment un peu la dimension prescriptive de comment on va prescrire et aux candidats, mais aussi aux téléspectatrices, qu'est-ce que c'est une bonne manière, dans l'hétérosexualité en tout cas, une bonne manière d'être hétérosexuel. Et tu l'as bien pointé, le couple Vanessa et je sais plus comment il s'appelle. Nick Lachey. Il représente ce couple emblématique comme si c'était vraiment l'idéal à atteindre. Et ce que je trouve dommage, par contre, dans la télé-réalité, c'est à la fois, dans l'ultimatum, c'est intéressant parce que ça met un peu en lumière toute la conflictualité dans le cadre de la conjugalité. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne va jamais vraiment nommer la violence. En fait, les violences conjugales, quand je parle de violence conjugale, ce n'est pas forcément celle qu'on s'imagine qui est nécessairement physique. Ça peut aussi être de l'ordre de la violence entre les couples qui ont du mal à être fonctionnels. C'est compliqué comme la notion, violence ça, psychologique. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière, la dernière saison d'Ultimatum, mais oui. Ouais, la version hétéro ou la version hétéro. J'allais dire la queer edition, elle est très salée aussi. Elle est très intéressante. Mais dans la version hétéro, on est face à des personnes qui sont, je pense, dangereuses pour leur couple. Et c'est jamais adressé, ça. D'aucune manière. Et on parle jamais de violence, on ne met pas le terme de violence dessus, quoi. Mais même dans la télé-réalité française, que ce soit Villa des cœurs brisés, etc., où des fois, il y a quand même des candidates qui vont témoigner de violences sexuelles qu'elles ont pu subir, de manipulation, de tromperie, des fois, elles mettent des étiquettes comme pervers narcissique dessus, mais en tout cas, des candidates qui ont vécu des grandes souffrances, voire traumatismes, et qu'on leur propose de régler ça en tapant dans un mur avec un marteau, quoi. Et ou en jetant un caillou. Ou en jetant un caillou, alors que c'est de la... Enfin, elles ont besoin de soins et de thérapie, et qu'on leur dise ce que t'as vécu, c'est pas normal. Enfin, du coup, je sais pas, je trouve c'est... Et le mot violence, vraiment, sauf erreur de ma part, parce que j'ai pas regardé tout. J'essaye de regarder beaucoup, mais j'ai pas tout regardé. Le mot violence, il apparaît jamais. Enfin, il est quasiment jamais nommé. Ça me fait penser même à Dans l'amour et dans le pré. Alors, je dirais pas quelle saison, parce que j'ai même pas envie de pointer du doigt la candidate en question. Mais on sent qu'il y a un passé qui l'empêche de vivre ce que l'émission souhaiterait qu'elle vive à ce moment-là, c'est-à-dire tomber amoureuse de quelqu'un. On sent qu'il y a un passif avec de Le violence Marchand qui la shame. Alors ça, c'est une deuxième personne. Ah, d'accord. Mais ça, je voulais y revenir parce que souvent, on a tendance à pointer du doigt toutes les émissions qui mettent le sexe au centre, comme Frenchy Shore. Mais tu parlais donc, elle s'appelle Justine, c'est dans la saison de l'année dernière. Ah, c'était récent, où elle, en fait, elle a face caméra, elle a refusé d'embrasser Patrick, son prétendant, son agriculteur, Patrice ou Patrick, je ne sais plus. Et surtout de l'embrasser en lui roulant une pelle. Donc c'est-à-dire faire un baiser, on va dire, de ce qu'on s'imagine comme étant un baveux. Ouais, baveux. Et j'ai envie de dire passionné. Enfin, tu vois, c'était censé signifier quelque chose. Et elle l'a refusé, en fait, tout simplement. Et au moment du bilan, en fait, Karine Le Marchand, comme tu dis, il a un peu shamé en disant, mais enfin, il faut... quand on est en couple, Justine, il faut embrasser. C'est un attendu. Il faut se forcer, quoi. Et c'est de ça dont je veux parler quand je parle de la dimension prescriptive, et qui est complètement intériorisée. D'ailleurs, je jette pas non plus la pierre sur Karine Le Marchand, même si des fois, mais je l'apprécie quand même. Mais voilà, c'est cette dimension prescriptive, moi, qui m'intéresse beaucoup. Peut-être que le terme violence, alors là, c'est juste des suppositions que je fais, il va jamais être employé parce que il viendrait aussi pointer du doigt la responsabilité des sociétés de prod, en fait, tout simplement. Quand est-ce qu'elle doit intervenir et quand est-ce qu'elle doit venir casser des moments qui peuvent être viraux pour la sécurité, en fait, des candidats et des candidates, quoi. Pardon, vas-y. Non, vas-y. et ne pas faire réintervenir des candidats qui ont été accusés de violence, etc. Et ça, c'est le rôle de la prod aussi. Mais je pense qu'il y a différentes choses. Je pense que la prod est totalement responsable des violences qui ont lieu. Il y a un énorme travail à faire autour de la question de la coordination de l'intimité, en vrai, de ce qui se passe
sur plateau. Il y a un travail à faire sur la manière dont on accompagne aussi les participants qui viennent exposer, en vrai, qui viennent s'exposer de manière intime sur des plateformes où il y a une écoute immense. Enfin, L'amour est dans le pré, ça fait 19 ans, je crois que c'est diffusé. Il y a énormément de téléspectateurs. Et d'ailleurs, Justine, dont on parlait, elle s'est aussi fait, aussi parce qu'elle était grosse, s'est fait énormément insulter sur les réseaux sociaux. Et je crois que, enfin, c'est même pas je crois, j'imagine, et moi aussi, ça aurait été la même chose pour moi, je l'aurais très mal vécu. Donc, il y a un énorme travail à faire autour de tout ça, à mon sens. Et c'est la dernière question que j'aurais aimé te poser. Tu as parlé notamment que c'est des émissions qui appellent aussi qu'est-ce que c'est la bonne conjugalité et la bonne hétérosexualité. Est-ce que tu as la sensation que c'est des émissions qui renforcent aussi une image et une façon de décrire la perfection du couple hétéro, un couple parfait, notamment marié au premier regard, c'est censé se constituer de personnes comme ça. Alors, dire que ça renforce, je sais pas, parce que j'ai pas du tout fait le côté réception. Parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont montré qu'en vrai, on a une manière de consommer la télé-réalité parfois qui peut être très distanciée. On n'est pas forcément toujours en train de regarder premier degré. Ça peut aussi être une manière en miroir de questionner nos propres pratiques. Mais sur la question des violences, j'y reviens, désolée. Mais elle n'est jamais nommée parce que justement, ça viendrait complètement compromettre cet idéal que la télé-réalité alimente sans cesse. Et ça viendrait... je ne sais pas comment dire, mais ça rendrait le projet hétérosexuel complètement instable si on commençait à pointer ces choses-là du doigt. Donc oui, ça a quand même... ça renforce. En tout cas, ce que j'observe, et c'est vraiment l'objet de ma thèse, parce que je travaille sur la mondialisation des concepts d'émissions, c'est que vraiment, il y a une récurrence des mêmes thèmes, des mêmes scripts, et ça depuis 20 ans. C'est toujours les mêmes choses pendant 20 ans, peu importe dans plusieurs pays. Là, on parlait de The Ultimatum, qui est une émission qui est sortie il y a peut-être, je sais pas, 4 ans, en tout cas dans les années 2020. Je suis retournée dans une vieille encyclopédie des game shows aux États-Unis, où il y avait déjà une émission dans les années 80 qui s'appelait Swap, et qui était exactement... même concept, quoi. À peu près, ouais. Un peu moins... à l'époque, c'était vraiment des petits jeux. Le titre qui est un peu plus direct. Ouais. Voilà. Et donc, ça va vraiment... c'est une entreprise, c'est une industrie qui, quand même, a des produits qui sont standardisés, ces concepts d'émission, et qui ne font que recycler, en vrai, des vieilles recettes, avec, de temps en temps, des petites lignes de fuite. Des petits switches, quoi. Mais c'est assez rare. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une émission qui s'appelle I Kissed a Girl, qui est une émission lesbienne, de rencontres lesbiennes, qui a été diffusée au Royaume-Uni. Et je ne l'ai pas encore regardée, j'ai regardé que quelques émissions, mais a priori, elle vient un petit peu changer la donne, et elle offre un peu de nouvelles perspectives, et pas seulement parce que c'est une émission de rencontres lesbiennes, juste par l'émission elle-même, comment les choses sont faites, quelle liberté on donne aux candidates, et qui on caste aussi. Parce que la question des corps... de ne pas avoir que des lesbiennes femmes, mais d'avoir aussi peut-être des formes de féminité plus masculine, ce qu'on appelle des butch. Voilà, ils essayent en tout cas. J'avais regardé une vidéo, je vais essayer de la retrouver en direct. Waouh, Héloïse, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es tellement rapide. D'une personne qui s'appelle Verity Ricci et qui fait des essais souvent sur la bisexualité. Oui. Du coup, elle a fait toute une vidéo sur comment est-ce que la bisexualité est représentée dans la télé-réalité, à la télé en règle générale. Et c'est hyper intéressant de voir du coup les avancées ou pas. Hein. Franchement. Non, sur la bisexualité, autant la bisexualité féminine, je crois que c'est considéré comme juste un prétexte pour un plan à 3. Et la bisexualité masculine, ça n'existe pas, c'est juste... c'est comme dans le reste de la société, on est persuadé que la bisexualité masculine, c'est juste de l'homosexualité refoulée. Voilà, ça s'appelle The Bisexual Gimmick in Reality TV, et je vous le conseille parce que c'est très chouette. Et ça dure 1h30, donc accrochez-vous. Merci en tout cas, Zélie, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je crois que c'est l'heure du « Tu m'expliques-moi ». M'explique-moi, la rubrique qu'on fait que de présenter à chaque fois, donc je continue de le faire. La rubrique où on vous explique, où on vous raconte l'origine d'un mème. Vous pouvez nous envoyer des propositions, évidemment, de mèmes. Vous pouvez nous le mettre tout simplement en commentaire sur YouTube. Vous pouvez nous l'envoyer sur Instagram en message privé, puisque nous avons un compte Instagram, tout à fait. Oui. Et ou alors tout simplement par mail si vous êtes
des personnes qui ne possèdent pas Instagram et qui nous écoutaient en podcast, c'est tout à fait possible sur Internet Exploreuse avec un S évidemment, @gmail.com. Et d'ailleurs, le premier mème dont tu vas nous parler, c'est un mème qui a été une suggestion tout simplement. Absolument, le peuple nous a demandé quelque chose. Qui sommes-nous pour ne pas le satisfaire? On va parler des barbamèmes. Apparemment, les barbapapas sont devenus des mèmes. Moi, j'avoue, j'avais un peu loupé la tendance. Ouh là là, j'ai très mal exporté cette image. Elle est très pixelisée. Désolé Sylvain, désolé les auditeurs et auditrices. Peut-être vous vous en rappelez quand vous étiez petite, mais ce dessin animé représente toute une petite famille de formes colorées avec chacun sa personnalité et sa couleur. Alors à la base, Barbapapa, c'est une série de livres pour enfants qui a été créée en 1970 par un couple franco-américain, Cocorico, Annette Tison et Talus Taylor. Et on y retrouve Barbapapa, Barbamama et leurs 7 enfants, dont je ne vais pas me faire le plaisir de tout vous dire leur nom, mais ça commence par Barba à chaque fois. Les Barbapapas, c'est un peu les produits aussi de leur époque de création. Ils ont été qualifiés d'écologistes avant l'heure en raison de leur habitat et de leur propension à aider les animaux. Il y a même l'écrivain et philosophe Aurélien Bélanger qui voit dans le livre La maison de Barbapapa, je cite, une critique du modernisme en matière d'urbanisme. En tout cas, quand on pense à cette œuvre, il y a un côté un peu doudou, souvenir d'enfance. Moi, je suis terrifiée. Ça te terrifie, les Barbapapas? Il y avait un épisode avec comment ça s'appelle, tu sais, les sortes de... Je crois que c'est des lémuriens plutôt, qui ont des énormes yeux et une grosse griffe, là, terrifiée à jamais des Barbapapas. J'ai vu que t'étais psyché quand même dans les Barbapapas. Bah, je pense que c'est les années 70. Hein. Des gens qui ont pris du L to the S to the D et qui sont bien éclatés en... Les aïe, c'est ça. Les aïe. Ouais. Les aïe. Mais j'avais peur en fait, j'avais peur que t'aies peur des Barbapapas parce que je vais en montrer plein. Ah non, t'inquiète. Ça... En train de Ah non, je ne veux pas voir. J'accepte les Barbapapas. Sur Internet, même si on n'est pas vraiment sur cet aspect, on va dire, vraiment douceur d'enfance, quand on parle de Barbapapa sur TikTok en 2022-2023, on a vu émerger pas mal de vidéos sur le son du générique des Barbapapas, où des internautes vont se filmer et ajouter le préfixe Barba devant des mots pour parler de situations parfois graves, tristes ou traumatiques. C'est plus léger de parler de Barba procès, par exemple. Waouh. Alors, ça, déjà la barbe à merde, parce que moi, barbe à merde, j'avoue, je vais l'utiliser tout le temps maintenant, j'adore, je suis dans la barbe à merde. Mais c'est beaucoup plus léger de parler de barbe à cuite. Voilà, de boire mon barba vert avant de faire mon énième barba blackout. C'est plus léger de parler de barba cuite ou de barba procès, ça permet d'adoucir un sujet, mais c'est surtout un ressort humoristique assez incroyable pour parler de situations d'adultes en totale contradiction face à un dessin animé très enfantin. C'est sans compter les innombrables mèmes où les internautes reprennent des images des Barbapapas en y ajoutant un petit texte incluant le préfixe barba pour ironiser sur soi-même. Par exemple, la barbaculotte qui rentre dans le barbacu. Voilà, moi ça m'a fait, j'avoue, j'ai 5 ans, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et je crois que j'en ai un autre sur les barbacrush aussi. Les relire des barba-messages que j'ai envoyés à mon barba-crush en barba-soirée car j'avais barbabu. Oh non, pour ironiser sur ça. Voilà, ça permet d'ironiser sur soi-même, sa situation. Mais vous en doutez, ça commence à devenir la barba-merde, justement, quand les barbamèmes sont récupérés par des marques. On ne compte plus les supermarchés, notamment, qui ont récupéré cette trend TikTok en filmant leurs employés. C'est mon combat personnel. On connaît malheureusement la règle d'Internet. Dès qu'il y a un mème qui est récupéré par une marque ou une entreprise, son potentialité d'hilarité baisse en flèche. Au-delà des mèmes assez drôles et mignons, malheureusement, les barbamèmes ont été récupérés par des internautes racistes, LGBT-phobes, misogynes, ou juste prétendant faire des blagues de très très mauvais goût pour parler d'agressions sexuelles sur mineurs ou bien pour faire des références à la politique de Jordan Bardella. Car pour certains internautes, la famille de 7 enfants des Barbapapas serait certainement des assistés privilégiés de la CAF, et donc rien de mieux pour assouvir certains fantasmes racistes. Voilà, j'aime pas Internet parfois, vraiment ça me... Moi je préfère la barbaculotte. Ouais, moi aussi je préfère la barbaculotte ou la barbe à merde, c'est beaucoup plus drôle. Bon, comme tout même, Barbapapa, ça a été une petite étoile filante de la galaxie Internet, après avoir été en tendance quelques semaines. Nos fils d'actualité sont passés à autre chose, mais il faut bien reconnaître que vu l'état du monde, on pourrait faire revenir ce mème, parce que c'est plus agréable de parler de barbe à merde et de barba-fascisme.
Ouais. Let's go. Pauline, tu voulais aussi nous parler d'une petite phrase d'une influenceuse de télé-réalité qui est restée et qui a même pris beaucoup de place dans nos vies parfois. Absolument, vu qu'on est en pleine émission sur la télé-réalité, on a décidé de jeter un œil à ce que la télé-réalité a fait de mieux en matière de mèmes. On aurait pu parler du Halo de Nabila, de Julien Tanti et de ses problèmes, ou le fameux, est-ce que tu peux le refaire, Héloïse, s'il te plaît? Il y a le mec Camilla. Il y a le mec Camilla. Pardon de tes oreilles, Sylvain. T'es cadeau. Mais il y a une expression issue de la télé-réalité qui a déferlé sur Internet ces dernières années. C'est le « il faut sacher » prononcé par la première fois par la candidate belge Amélie Netten lors d'un plateau sur Énergie 12 à l'occasion des Anges de la télé-réalité dans les années 2010, on se rappelle. C'est aux paroles que tu vas dire. À un moment donné, quand tu commences à t'en prendre à moi parce que il n'intéresse personne aussi dans la presse aussi, il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Il a dit bien sûr que oui, qu'il a voulu essayer de faire des paparazzi aussi, essayer de savoir, à un moment donné, il faut qu'il arrête aussi. J'ai eu Sofiane encore au téléphone ce week-end qui m'a dit sincèrement, il te la raconte maintenant, s'il te plaît, dis la vérité. Donc voilà, pour Sofiane, je vais dire la vérité. Oui, il a essayé de faire des choses. Voilà, talent impressionnant de retenir tout ce monologue et d'être capable de le faire en direct live. J'adore Internet, j'adore TikTok. Sachez que il faut sachez que ce mème est revenu en force sur Internet depuis quelques années, particulièrement autour de certains mecs, oh waouh, fatigué, de certains mèmes sur TikTok et sur X, Twitter, à tel point que la chouette de Duolingo se l'est réappropriée. Pareil, toujours les marques se réapproprient des mèmes qui est étonné. Beaucoup de vidéos et de mèmes font ainsi référence au fait que il faut sachez n'est pas grammaticalement correct, mais que cette petite phrase permet de faire le tri en reconnaissant celles et ceux qui connaissent la référence et qui du coup seraient fans de télé-réalité. Ça me rappelle beaucoup les débats autour de l'affrication. Vous savez, cette manière de prononcer certains mots comme pratique ou politique. On avait eu le droit à plein d'articles de presse en 2023, notamment Libération. Amanchin mange à la canchine. Zemmour était terrifié. Exactement. Il connaissait pas le sens du terme. Si, et puis surtout, il pensait que affrication voulait dire immigration africaine. Alors en tout cas, ça vient pas du tout de la... Ça veut dire friction. Affrication, c'est le fait de frictionner des mots ensemble. Et c'était apparemment le nouveau tic de langage des jeunes qui repose toujours sur le même cliché, à savoir que les jeunes ne savent pas bien parler la langue de Molière. Sur Mastodon, il y avait eu le linguiste Mathieu Gou qui résumait les polémiques liées à ce phénomène en une phrase. Tous les 20 ans, on fait mine de redécouvrir un phénomène d'évolution et les explications ad hoc sont toujours les mêmes. C'est la faute des jeunes, des étrangers, des pauvres et des paysans. Voilà, j'ai rien à dire de plus là-dessus. Du coup, forcément, la langue française, elle évolue et la télé-réalité a permis de faire entendre des accents belges, suisses, québécois parfois aussi, du sud ou du nord de la France, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias traditionnels, ainsi que des expressions aussi locales. Le fait d'ironiser sur l'emploi du « il faut sachez » est parfois légèrement teinté de mépris de classe, ou bien est une manière de se réapproprier une manière de parler qui est souvent vue comme incorrecte socialement. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le Il faut sachez a été remixé à toutes les sauces, notamment en version jazz et en version métal. Voilà. Mon Dieu. Incroyable. Et puis parce qu'il faut toujours parler d'IA maintenant, c'était le sommet de l'IA, Héloïse. Malheureusement, on est obligé de parler de ça. Sachez qu'en 2023, il y a des internautes qui se sont amusés à utiliser l'IA pour traduire la célèbre tirade d'Amélie Netten en espagnol, en anglais et même en langage soutenu. Preuve en est que la référence n'est pas prête de disparaître. Ouais. On écoute la version espagnole. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Cuando empiezas a meterte conmigo porque a nadie de la prensa le interesa, él tampoco, debes darte cuenta de que Nabila le dio una paliza fenomenal. Dijo que quería probar a hacer de paparazzi también. Para intentar averiguar en algún momento, él también tiene que parar. Este fin de semana he vuelto a hablar con Sofiane por teléfono y me ha dicho que ahora dice la verdad, que por favor diga la verdad. Así que, respecto a Sofiane, voy a decir la verdad.
Intenta hacer cosas. Bravo l'intelligence artificielle, vraiment. Apparemment, voilà, on peut tout traduire avec l'IA. Donc il y avait plein de mèmes là-dessus sur le fait que l'IA peut permettre de faire plein de choses et notamment de traduire Amélie Netten. Ouais, il y avait eu en ASMR aussi. Il y avait eu en ASMR, il y a eu toutes les versions possibles, à tel point c'est devenu un mème tellement énorme. Et vous en doutez, ce mème a aussi profité à la principale intéressée, Amélie Netten, qui a multiplié les TikTok sur le sujet avec beaucoup d'autodérision et de second degré, on peut lui reconnaître ça quand même, et en montrant même son fils qui a une dizaine d'années, qui connaît par cœur la tirade de sa mère, donc la relève est bien assurée. Merci beaucoup Pauline pour ces mêmes explique-moi de qualité. Merci beaucoup Héloïse. Il faut sachez, j'ai l'impression qu'il est vraiment revenu, c'est par vague successive à chaque fois. Ouais, et puis il y a un peu des redécouvertes de il faut sachez, sachant que c'est début des années 2010, donc ça commence à dater comme expression. Enfin, genre, c'est vrai. Ça fait plus de 10 ans, quoi. Mais je l'ai vu en train de dire, alors vous voulez que je vous sorte du coup toutes mes citations et tout, et elle a dit, bon, alors il faut sachez, et après elle a continué et tout comme ça. C'est devenu sa marque, comme tu l'expliquais très bien dans ta capture d'écran. Merci beaucoup Pauline, on va maintenant partir toucher quand même un peu d'herbe. Et je vois que je suis placée en première dans ce Va toucher de l'herbe, mais je vais le garder pour la fin. J'ai fait ce que je veux. Est-ce que ça va aller, Sylvain ? Ouais, super, j'ai eu un pouce. On va commencer avec Asilis, s'il te plaît. Oui, est-ce que tu peux rappeler juste qu'est-ce que c'est toucher de l'herbe pour les gens qui ne sont jamais venus ? Mais comment ça, vous n'êtes jamais venus ? Est-ce qu'on va toucher littéralement de l'herbe ? Presque. Alors, Va toucher de l'herbe, c'est la dernière rubrique. On va discuter un peu de ce qu'on a fait ce mois-ci pour toucher de l'herbe, c'est-à-dire partir un peu loin des écrans, tout simplement. Donc, c'est compliqué pour moi, étant donné que je suis journaliste de jeux vidéo, donc je ne connais absolument que ça, mais je trouve à chaque fois quelque chose, ou presque. Et du coup, Aziz, on va commencer avec toi, avec le roman La Candidate. Et oui, je me suis dit qu'en bonne thésarde de personne qui écrit une thèse, j'allais proposer comme activité la lecture. Ouais. Voilà, que j'adore, enfin, je lis énormément. Et vu qu'on parle télé-réalité, je voulais parler d'un roman. Enfin, je ne vais pas en dire grand-chose parce que je préfère laisser les gens le découvrir. Pas divulgacher. Voilà, mais qui est un roman qui est sorti cette année ou fin d'année dernière, si je ne m'abuse, qui a été écrit par Maureen Desmailles, qui à la base est un roman qui est rangé, alors je le dis parce que c'est important, au rayon jeune adulte, young adulte. Ouais. Mais qui en vrai se lit très bien. Moi, j'ai 30 ans et j'ai adoré. Et qui suit en fait le parcours d'une candidate de télé-réalité. Voilà, la narration est assez intéressante parce que sans dire ce qui s'y passe, il y a un jeu un peu sur un point de vue omniscient où on sait tout ce qui se passe, mais d'un point de vue extérieur. Mais on rentre de temps en temps un petit peu dans la tête de la personnage principale de la candidate qui s'appelle Ophélie. J'espère que je ne fais pas d'erreur, désolée Maureen. mais voilà, moi j'ai adoré ce roman, donc je voulais en parler aujourd'hui. Petite recommandation lecture, on aime bien. Bah ouais. Franchement, moi j'en ai déjà fait une. J'aurais dû la garder pour le Va toucher de l'herbe. De quoi ? Que je suis bête. Le livre de Constance Vive pour les caméras. Bah, franchement, La Candidate plus Vive pour les caméras. Oui, c'est un bon starting pack. Starting pack. Pour parler de télé-réalité. Et le livre de Valérie Robert, peut-être, sur la fabrique du sexisme, je crois. Oui. Voilà, donc que des livres des super. Premiers, Et si vous voulez, il y a aussi la revue. La revue du CNRS, si vous avez envie de vous plonger là-dedans. C'est un autre style de narration, mais c'est c'est un peu plus... c'est épais. Un peu plus... voilà, j'ai même pas de mots. Mais ça se lit, ça se lit très bien. Merci Sylvain, il l'a mis à l'écran. Oh là là, qu'il est fort. Pauline, toi, tu voulais nous parler d'un concert de musique. Oui, que je vois aujourd'hui, en fait, juste après l'émission, enfin ce soir. Ah, donc t'as pas encore touché de l'herbe? Non, j'ai pas encore touché de l'herbe, mais c'est une de mes petites résolutions du mois de février, qui a été de un peu plus toucher de l'herbe. Et vous le savez, je vous l'ai dit le mois dernier, je fais du crochet jusqu'à ne plus en pouvoir. Donc il faut aussi que je sorte de chez moi, et je me suis réservé plusieurs concerts pour les prochains mois, et ça commence ce soir. Je vais voir une artiste, c'est une personne non binaire qui s'appelle Maddie Street, qui est franco-britannique et qui fait de la pop en français, en franglais, j'ai envie de dire, en français, en anglais, et qui a sorti son premier album qui s'appelle Hot Choices et qui joue ce soir à la Boule Noire, et c'est complet des os. Mais vous pouvez suivre Maddie sur les réseaux sociaux, et qui a notamment une chanson incroyable qui s'appelle Shrek is a Lesbian, et qui fait du coup le postulat que Shrek est une lesbienne, et je suis
d'accord avec cette proposition. Donc voilà, ma district. Et je vous parlerai peut-être d'autres concerts dans les autres. Est-ce que tu vas réussir à ne pas prendre de vidéo pendant le concert ? Oui, généralement, je prends une photo ou une vidéo sur une chanson que j'adore, mais là, j'y vais avec des potes et tout. Donc, de toute manière, les vidéos vont être prises d'une manière ou d'une autre par une personne à un moment. C'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que je suis trop petite, je fais 1m12 et que du coup, moi, prendre une vidéo, je suis juste comme ça. Donc, ça n'a... C'est voilà. Généralement, tu vas vraiment toucher de l'herbe. Je touche plus de la transpiration et des aisselles d'autres gens, mais dans les pogos. Mais généralement, c'est à peu près ça. Et toi, Héloïse, tu vas nous parler aussi de lecture. Ouais. Un peu plus scientifique. Oui, c'est la science. Je voulais vous parler. Alors, Epsilon. Oui. Voilà. Pourquoi tu dis tout le temps Epsilon. Comme je pense que nulle. Mais non, tu peux dire Epsilon si tu as envie de dire Epsilon. Non, mais quand même, je vais essayer de bien parler. Je voulais vous parler de Epsilon. Donc, si vous avez suivi les déboires de Gamecult, ça vous dira forcément quelque chose. Donc, c'est un magazine qui a été lancé en 2021 suite au rachat du magazine Science et Vie que vous connaissez probablement, donc de vulgarisation également scientifique, par le groupe Reworld Media. Et donc, il y a eu en effet départ d'une partie de la rédaction qui allait du coup fonder ce magazine. Bah oui, tu l'as gardé 3 mois ton taf, toi. C'était terrible. Et du coup, c'est un magazine de vulgarisation scientifique très chouette. Alors là, très quali. Et il m'intéressait particulièrement par rapport au dossier de couverture. Ça m'arrive peu, parce que ça m'angoisse un peu, de m'intéresser à la cosmologie. Mais là, je me suis dit, il y a de la nouveauté, vas-y, je vais essayer de me Quand tu dis cosmologie, c'est l'étude du cosmos, de l'univers. Et des constellations. Ouais, exactement. Okay, d'accord. Et du coup, le dossier, il est super, le dossier de ce mois-ci. Et il parle de l'énergie noire. Donc, l'énergie noire, là, on est vraiment dans le quantique, etc. Ok. Et alors, je vais juste vous le sortir comme ça, parce que je ne saurais pas vous expliquer très bien. Mais en gros, vous savez, l'univers s'étend depuis le Big Bang. Okay. Et là, cette extension de l'univers serait en train de ralentir, notamment par rapport à l'énergie noire. Voilà, je sais pas, il l'explique mieux que moi. Donc... Est-ce que les platistes vont finir par avoir raison ? C'est ça non, que tu es en train de dire ? Moi, j'ai rien compris, je suis désolée. Mais j'y connais rien du tout. Pardon, je me moque. Non, mais c'est... Très intéressant. Je suis sûre que quand tu comprends quelque chose, c'est passionnant. Non, mais franchement, c'est très bien expliqué. Hein. Okay. C'est pas parce que je peux pas le reproduire directement après. Non, mais ça doit être très dur à expliquer. Mais il y a plein d'autres papiers hyper intéressants. Notamment, on revient sur les perroquets en ville et du coup, leur impact. Il y a un papier qui est surtitré Anthropologie et qui parle des ragots. Et fait l'éloge des ragots. Oh, ça m'intéresse. Et il y a plein de choses également sur le recyclage, etc. Je vous le conseille grandement. C'est le numéro de février, du coup, numéro 44. Donc, allez en kiosque. Et je voulais juste finir pour dire 2 mots, puisque demain, on n'aura pas de live ici chez Origami, pour adresser évidemment le soutien de la rédaction à la grève générale du jeu vidéo qui aura lieu demain. Voilà, tout simplement. Et vous souhaitez bon courage dans les épreuves à venir. Ouais, je lancerai pas l'international, mais je le pense. En tout cas, soutien à tous les travailleuses du jeu vidéo. On pense à vous et on vous aime quelque part. Merci beaucoup, Héloïse, pour ce va toucher de l'herbe très scientifique. Je dirais même. Non, j'ai ce truc en ce moment. C'est génial. C'est la fin de cette émission. Oh là, déjà. C'est la fin de cette émission. C'est passé super vite. Merci à la modération, merci à Sylvain. Bravo Sylvain. Dans sa régie. Et il fait coucou. Ouais. Merci beaucoup Pauline. Merci Héloïse. Merci beaucoup Aziz. Merci à vous. Merci également évidemment à toutes les personnes qui nous soutiennent, financièrement sur Patreon, qui nous soutiennent. Évidemment, on lit vos commentaires hein, et ça nous fait plaisir la plupart du temps. Qui nous envoient des messages, etc. C'est super. Petit rappel juste pour vous dire, si vous avez envie qu'on vous explique des mails, n'oubliez pas Internet Exploreuse au pluriel @gmail.com ou sur Instagram ou en commentaire YouTube. On attend vos propositions. Et puis c'est bon. Et si on fait un petit coucou, parce que je vois qu'elle est dans le chat, Lucie Ronfaux, on espère que tu vas bien. Comme tu peux voir, la baraque, elle n'est pas tombée. C'est encore debout. C'est encore debout. Allez. À la prochaine. Au Bonne mois soirée. prochain. Salut.